Merci Benoît d'entamer cette réflexion et en vous souhaitant une très bonne conférence. Merci Guillaume pour cette belle introduction. Donc je vais tout d'abord vous présenter donc les 5 intervenants qui vont échanger dans cette visioconférence. Donc tout d'abord Julien Rousseau qui est associé et l'un des 3 fondateurs du cabinet d'architecture Fresh qui a été créé en 2007. Aujourd'hui Fresh c'est une équipe de 30 personnes. De nombreuses distinctions, prix et de nombreux aussi projets d'envergure. Donc, par exemple, le 10 avenue Hoche de Standard Life, le 54 avenue Montaigne de Chestfield et j'en passe. On aura aussi la chance d'échanger avec Sébastien Masson, qui est directeur de l'agence Paris et Île-de-France chez JLL. Donc, JLL, c'est un des leaders mondiaux du conseil en immobilier d'entreprise. Donc, ils accompagnent les entreprises, les propriétaires, les investisseurs sur l'ensemble de leurs enjeux immobiliers. Et donc aujourd'hui, JLL, c'est 93 000 salariés dans le monde et donc plus de 500 en France. Ensuite, on aura également la chance d'échanger avec Ubay Shourbaji, qui est le directeur général grand compte immobilier d'entreprise d'Altarea Cogedim. Altaria Cogedim, pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que tout le monde connaît, c'est le premier développeur, promoteur immobilier en France qui a été créé en 1994 par Alain Taravella. Aujourd'hui, Altarea, c'est 2000 employés et un pipeline de projets de plus de 19 milliards d'euros en cours. On aura aussi la chance d'échanger avec Elisabeth Pellegrin-Genel, qui est architecte, urbaniste et psychologue du travail depuis de nombreuses années, et qui a notamment écrit plusieurs livres, plusieurs ouvrages sur les espaces tertiaires, la maison, la ville, et j'en passe. Et donc, du coup, notre dernier intervenant, Vincent Aurez, qui est directeur de la communication, du développement durable et de l'innovation chez Novaxia. Donc Novaxia, c'est un promoteur et fonds d'investissement qui a été créé en 2006 par Joachim Hazan. Et donc en quelques chiffres, Novaxia, c'est plus de 300 000 m² construits depuis 2006, plus d'1,3 milliard d'euros d'opérations immobilières pilotées et plus de 210 millions d'euros de levés auprès de 9 200 investisseurs. Donc voilà pour la présentation des intervenants aujourd'hui. En ce qui concerne, du coup, pour entrer dans le vif du sujet de la conférence, donc je vais faire une brève introduction, mais comme vous le savez sûrement, le monde entier a été frappé par la pandémie du Covid-19 il y a maintenant un peu plus d'un an. Au-delà des crises sanitaires et économiques qui ont été provoquées par ce virus, l'immobilier d'entreprise a été directement impacté à plusieurs échelles. Premièrement, les confinements successifs et l'avènement du télétravail ont accéléré la remise en cause du bureau qui était la norme depuis toujours, puisque par exemple en 2020, suite à la crise du Covid, on a vu la demande placée de bureaux en Île-de-France chuter de 45% par rapport à 2019. Donc, donc cette demande placée, qui est donc le nombre de mètres carrés transactés à la location par les entreprises en Île-de-France, elle a atteint 1,3 million de mètres carrés en 2020, ce qui est le chiffre le plus bas depuis 1993, donc suite à la plus grosse crise immobilière jamais connue, donc au début des années 90. Et donc l'immobilier d'entreprise a aussi été impacté suite à la crise du Covid, notamment en ce qui concerne le marché de l'investissement en immobilier d'entreprise, puisque en 2020, les montants investis en immobilier d'entreprise ont atteint 26,8 milliards d'euros contre 39,5 milliards en 2019, ce qui fait une baisse de 32% d'une année sur l'autre et de 12% si on compare à la moyenne des 5 dernières années. Donc c'est quand même, même si c'est une baisse moins forte que la baisse de la demande placée, c'est quand même une baisse qui est non négligeable. En ce qui concerne les interventions de nos invités et les questions que je vais poser, donc les interventions elles seront réparties en 3 grandes parties. Premièrement, nous ferons un état des lieux du marché du bureau en France suite à la crise du Covid et on essayera aussi de dessiner quelques perspectives pour la sortie de crise. Dans une deuxième partie, on essayera de comprendre comment les promoteurs et les architectes
peuvent s'adapter en construisant des immeubles qui répondent vraiment aux besoins des utilisateurs. Et on verra que ces besoins, au fil des années, ont beaucoup évolué et que cette évolution s'est énormément accélérée depuis la crise du Covid. Et dans une troisième partie, on se concentrera sur vraiment les utilisateurs des bureaux pour comprendre leurs nouvelles envies et aussi échanger sur sur la façon dont les nouvelles manières de travailler impactent la configuration des espaces de travail. Voilà. Donc, si ça vous convient, on va attaquer la première partie. Euh, sur le parc de bureaux actuel. Donc, je vais poser tout d'abord une question à Sébastien Masson de JLL. Donc, Sébastien, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le marché actuel du bureau et donc ces 54 millions de mètres carrés en Île-de-France? Parce qu'il faut savoir que l'Île-de-France est le plus gros marché de bureaux européen devant Londres, ce qu'on dit quand même pas souvent, et c'est vraiment des plus gros marchés du monde. Et donc, du coup, Sébastien, toi qui es un grand spécialiste de ce marché, est-ce que tu peux nous en dire plus? Écoute, avec grand plaisir. Bonsoir à tous. Je vais vous partager en quelques slides les dessous du marché, un titre choc pour vous parler en quelques minutes de l'état du marché locatif de bureaux en Île-de-France. Est-ce que vous, Benoît, est-ce que l'on voit le document? C'est bon? C'est tout bon. C'est tout bon. Tu l'as très bien dit en introduction, on a vécu une année sur le marché locatif qui est historique, pas dans le bon sens du terme, et nous avons été particulièrement frappés par cette crise du Covid. 1 300 000 m² de bureaux placés sur une année, c'est historique. On n'a jamais fait pire depuis que l'on mesure la performance du nombre de mètres carrés loués en Île-de-France. C'est une baisse de 45% par rapport à l'année 2019, qui était un bon cru. Ce n'était pas l'année record. L'année record, comme vous pouvez le voir à droite, s'est située en 2017 avec 2 600 000 m² de bureaux placés. La moyenne sur les 5 dernières années, c'est 2 300 000 m². Donc, il y a eu 1 million de mètres carrés transactés en moins sur une année, un arrêt immédiat du nombre des transactions. Alors, il y a un point commun, que vous soyez propriétaire de locaux, de petites surfaces, de grandes surfaces, dans Paris ou en dehors de Paris, finalement, l'analyse est à peu près la même. Toutes les classes de surface, tous les créneaux de surface, toutes les localisations ont été assez durement touchées. Vous voyez sur ce slide, vous retrouvez ce qu'on appelle les grandes surfaces. Ce sont les entreprises qui consomment lors d'une transaction plus de 5 000 m². Le mid-market, ce sont les transactions d'entreprises qui vont consommer entre 1 000 et 5 000 m². Les petites et moyennes surfaces, ce sont nos PME, nos startups qui consomment en moyenne moins de 1 000 m². En rapport nombre de collaborateurs, on peut considérer qu'on est en petite surface, ce sont des entreprises de moins de 80 personnes, de moins de 400 personnes en mid-market et de plus de 400 à 500 personnes en grande surface. La moyenne sur 5 ans dans chacune de ces créneaux de surface, c'est entre 600 et 800 000 m². Et vous pouvez le voir ici que l'on a difficilement atteint 400 000 m² de bureaux placés dans les plus de 1 000 m² et plus de 5 000 m², et un tout petit peu mieux en petite et moyenne surface avec près de 500 000 m² de bureaux placés. C'est une chute vertigineuse en volume placé, mais également en nombre de transactions. Vous pouvez voir en bas, en moyenne sur 5 ans, il y a 66 entreprises qui prennent à bail plus de 5 000 m² en Île-de-France. Il n'y en a eu que 21 transactions l'année dernière. Même chose en mid-market, on est passé de 344 transactions en moyenne à 219, et c'est la même chose pour les petites et moyennes surfaces, où même pas 2000 transactions se sont réalisées. Les conséquences immédiates, après avoir eu une vacance locative qui a chuté, qui était historiquement basse sur les exercices 2018 et 2019, avec parfois moins de 3% de taux de vacances, donc vraiment un marché qui était très tourné vers les propriétaires et investisseurs. Vous pouvez voir sur ce slide-là, que nous sommes passés de moins de 3 millions de mètres carrés disponibles en Île-de-France à plus de 3,6 millions de mètres carrés disponibles. C'est un 6,8% de taux de vacances. Tu faisais le rapprochement avec le marché londonien. Avec moins de 7% de taux de vacances, le marché d'Île-de-France est l'un de ceux qui résiste le mieux au niveau européen. Donc c'est quand même un petit cocorico pour cette présentation. Mais vous voyez, on a
35% d'offres disponibles. Il y a près d'1 million de mètres carrés qui se sont rajoutés aux mètres carrés disponibles sur le marché. Et finalement, c'est même plus que ça, puisque ne rentre pas dans les analyses Immostat. Immostat, c'est une structure qui regroupe différents agents dont fait partie JLL, et on peut ainsi fournir des chiffres qui sont consolidés et d'une très grande fiabilité. Et ces chiffres-là ne prennent pas en compte deux mondes dont on parlera tout à l'heure, le coworking, donc tout le monde du flex office, et près de, vous le verrez, plus de 20 000 postes disponibles dans Paris, et le marché du gris. Qu'est-ce que le marché du gris? Le marché du gris, ce sont les sous-locations et les recherches de successeurs. Les entreprises françaises ont été touchées très durement. L'immobilier, c'est le second coût d'une grande majorité des entreprises après les salaires. Donc, quand on doit réduire les coûts, l'immobilier est souvent vecteur de réduction de ces volumes financiers. Et donc, on recherche des sous-locataires ou des successeurs. Ce sont encore des mètres carrés qui se rajoutent sur le marché. On a des vacances locatives qui sont assez disparates. Il faut se dire qu'il y a deux marchés. Il y a Paris Intramuros et ce qui se passe en dehors de Paris. Paris Intramuros reste encore un marché très équilibré, parfois même sous-offreur. Vous pouvez constater, par exemple, que sur la rive gauche, si vous voulez louer des mètres carrés de bureaux dans les arrondissements 5, 6 et 7, on a encore moins de 3% de taux de vacances, donc un marché qui est plutôt sous-offreur. Et malheureusement, quand on va plutôt vers l'ouest parisien, sur la Péri-Défense ou encore la Boucle Nord, on atteint des taux de vacances qui vont très prochainement dépasser les 20%, donc des centaines de milliers de mètres carrés qui sont à disposition des utilisateurs. Mais vous voyez les petites flèches rouges, tous les secteurs géographiques ont connu une hausse de l'offre disponible. Comme je vous le disais, il y a des vacances locatives qui sont très différentes d'un marché à un autre. Vous avez ici la durée d'absorption nette. C'est l'analyse. On analyse 50 de transactions et on se dit, voilà, en moyenne, combien je transacte de mètres carrés sur un secteur et qu'est-ce que j'ai à offrir dans l'année à venir. Et vous pouvez constater qu'en vert, ce sont les zones où on le met moins de 12 mois pour consommer en moyenne un mètre carré. Et on trouve un preneur, un utilisateur, mais on met en moyenne 12 mois pour trouver un occupant. C'est très parisien, très marché Paris Intramuros, et également un secteur qui est la première couronne est de Paris, les communes de Montreuil, de Vincennes, qui sont très plébiscitées par les utilisateurs, car c'est très bien interconnecté en termes de transport en commun et des bâtiments de très bon standing et de qualité à des valeurs plutôt intéressantes, des loyers marchés moins élevés que du Paris Intramuros. Donc c'est un marché qui a très bien fonctionné. Et puis à l'opposé, vous avez des délais d'absorption qui sont très longs, parfois qui dépassent les 50 mois. C'est la moyenne, il faut parfois plus de 50 mois pour trouver un occupant pour un immeuble de bureau quand on est en boucle nord, donc sur les communes de la Péri-Défense ou de la boucle nord. On va rajouter une complexité. Vous pouvez le voir ici, près d'1 700 000 m² de projets sont en cours de construction. Ils vont concerner majoritairement des secteurs qui sont déjà un peu sur-offreur, et on va mettre dans ce secteur un peu sur-offreur les marchés de la Défense, de la Péri-Défense et de la boucle nord. Près de 40% de l'offre disponible qui va arriver dans les 24 prochains mois concerne ces secteurs géographiques. Vous retrouvez sur le graphique de gauche l'impact en milliers de mètres carrés. Donc, il va avoir un effet d'entonnoir, beaucoup de solutions à offrir à les entreprises, des solutions de très bonne qualité, on y reviendra. Paradoxalement, pas un énorme effet Covid sur le repositionnement des valeurs. Les valeurs sont des valeurs prime, donc ce sont des loyers qui ont été transactés, qui sont historiquement très élevés, qui sont liés au fait que nous venons de vivre 3 années d'euphorie durant lesquelles on avait de moins en moins de mètres carrés à louer sur le marché et de plus en plus d'entreprises qui recherchaient des locaux. Et puis, vous avez les coworkers qui ont joué un rôle clé dans cette augmentation des valeurs, qui se sont positionnés, notamment dans Paris, à des valeurs très élevées pour s'assurer de pouvoir trouver des mètres carrés à louer. Et donc, la conséquence, c'est qu'on a pu dépasser, notamment sur le quartier central des affaires, donc les arrondissements 8, 9, 16, 17, il y a des transactions qui se sont réalisées à plus de 900 € et même 930 €. Donc, des valeurs prime très élevées dans Paris. À la Défense, qui est le second marché de référence, on est aujourd'hui sur des produits de très bonne qualité, autour de 540 € le mètre carré. Pas de repositionnement fort des loyers à la baisse pour le moment. Par contre,
quel est l'impact du Covid? C'est sur les mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, quand vous souhaitez convaincre un utilisateur de choisir votre immeuble de bureau, vous allez devoir l'accompagner avec des franchises de loyer, avec des travaux que vous allez réaliser pour aménager les espaces. Et aujourd'hui, en moyenne, on a dépassé les 20% de mesures d'accompagnement sur les grandes transactions de plus de 5000 m². Et nous ne sommes pas loin des 20% de mesures d'accompagnement pour les entreprises qui vont consommer environ 1000 m². Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'année 2020 et si nous devons ouvrir aussi le sujet sur l'année 2021? Vous pouvez constater 21 transactions. Le marché francilien est un marché historiquement très endogène. Et la crise de Covid, finalement, a exacerbé ce côté endogène. 50% des transactions des grandes entreprises se sont réalisées à toute proximité de leur implantation. Donc, je quitte un immeuble et je prends pratiquement dans la rue un autre immeuble. Et je quitte un immeuble qui a des pathologies techniques, donc des bâtiments qui sont plus efficients, qui sont plus alertes dans l'air du temps, pour m'offrir des bâtiments qui vont répondre à mes enjeux. Et les autres intervenants pourront mieux vous parler de ce sujet que moi. La première motivation des entreprises a été l'amélioration de l'environnement de travail. Dedans, je pense qu'on peut dire que le Covid a été un accélérateur de cette sensation de vouloir déménager pour améliorer les choses, mais c'était déjà sous-jacent avant même le Covid. On souhaite améliorer les choses, on souhaite revoir le parcours de l'utilisateur, et donc on choisit des bâtiments qui vont répondre à ces enjeux d'amélioration de l'environnement de travail, et c'est également un environnement de travail qu'on souhaite améliorer d'un point de vue sanitaire. Je vais presque à ma conclusion en disant quelque chose d'assez important. Si vous deviez retenir une phrase du marché, d'un point de vue, encore une fois, entreprise, c'est moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés. Mieux de mètres carrés dans la qualité des bâtiments et moins de mètres carrés parce qu'il faut, encore une fois, faire des économies. Mais pour autant, on ne quitte pas un secteur pour aller sur un autre secteur géographique. Dit différemment, comme vous pouvez le voir sur ce slide et également sur le slide suivant, les entreprises, pour plus de 40%, se sont installés le long du métro ligne 1 et du RER A. Donc il y a une prime à une très bonne connexion, à une très bonne accessibilité pour permettre aux collaborateurs des entreprises de venir rapidement sur leur lieu de travail. Et surtout quand on sait qu'aujourd'hui on vient d'un peu partout en Île-de-France, il ne faut pas rajouter des temps de transport pour les collaborateurs. Donc la priorité des sociétés sur l'exercice 2020 a été d'être très centrale, et c'est cette même sensation, et c'est ce que je voudrais partager avec vous. On pense que ce sera la même chose sur l'année 2021. Je vous donne quelques éléments sur le service office. Alors le service office, c'est pour vulgariser le coworking, mais en fait on met dans cette notion de service office toute la notion de flexibilité d'un bail, donc tous les engagements que vous pouvez prendre au mois, et notamment en coworking. En 2019, il y a eu 12 000 postes de commercialisés avec un marché qui s'accélérait fortement. Donc, qu'est-ce que fait les coworkers? Ils ont pris à bail, pardon, c'est pas le bon slide, ils ont pris à bail près de, enfin, vous voyez sur l'exercice 2019, ils ont pris à bail près de 200 000 m². Donc, ce sont des centaines de milliers de mètres carrés qu'il faut aménager et mettre à disposition d'entreprises qui veulent s'installer dans des coworking. Ils avaient vécu un pic historique de remplissage en 2019 et ils étaient donc armés avec plus de 20 000 postes à offrir sur l'Île-de-France aux entreprises sur l'exercice 2020 et 2021. Patatras, le Covid passe par là et les coworkers ont été frappés, comme les propriétaires d'immeubles de bureaux, ont été frappés par l'impact Covid et ils n'ont loué que 8 500 postes sur les 20 000 postes qu'ils avaient de disponibles. Je rajoute les postes qui se sont libérés des entreprises qui quittent les espaces de coworking. Et donc, nos amis coworkers n'ont pas eu d'autre choix que de se réfléchir différemment. Ils visaient des grandes entreprises pour installer 100 postes par entreprise. Ils visent aujourd'hui plutôt d'installer des petites entreprises pour des startups pour 20-30 postes de travail. Et surtout, ils viennent proposer des conditions financières très attractives. Il y avait cette légende de dire un poste en coworking coûte beaucoup plus cher qu'un mètre carré de bureau quand je m'installe dans un bail traditionnel 3, 6, 9 ans. C'est plus du tout vrai, en tout cas pas en ce moment. C'est un moment de marché. Ça pourra sûrement retourner en fonction de l'évolution du marché dans les prochaines années. Et le coworking, c'est une double réponse à un besoin de nos GRS sur le marché francilien, sur l'enjeu de nos corporates, de nos entreprises. Nos entreprises nous disent quoi?
Première chose, elles nous disent, et ça c'est intéressant de le partager, je vous parlais de centralité, je vous parlais de moins de mètres carrés et mieux de mètres carrés, on y reviendra. Le moins de mètres carrés, pour mettre un chiffre, c'est 28%. Une entreprise qui libère un espace va prendre en moyenne 28% de mètres carrés en moins en déménageant. C'est l'impact du télétravail, c'est l'impact de la réorganisation des entreprises et comment elles travaillent et comment elles font travailler leur équipe. Et donc, ça leur permet de réduire la voilure et donc de réduire également leurs coûts. On y reviendra aussi. Une vision et une attente de technologie. C'est la prime. Les bâtiments qui passeront le mieux la crise, ce sont des bâtiments qui sont technologiquement avant-gardistes et qui vont permettre d'offrir aux occupants aussi bien des services et des technologies embarquées permettant de mieux travailler sur l'espace de travail. Et les entreprises, elles demandent quoi ? Elles demandent de l'ultra-flexibilité. C'est très compliqué pour un chef d'entreprise, quand vous lui parlez, de lui demander où il sera dans 6 ans. Il y a 2 ans, il était en croissance, il embauchait à tour de bras, et 2 ans après, il est dans une logique complètement inverse, à réduire les coûts et parfois, malheureusement, à se séparer de collaborateurs. Donc, lui demander de s'engager sur du très long terme, c'est très compliqué. Et c'est là où, pour revenir au coworking, le coworking est une vraie réponse à ces besoins d'ultra-flexibilité, à ces entreprises qui volent un peu à vue et qui n'ont pas de vision à moyen long terme. Le coworking vient avec des engagements très court terme et vous pouvez vous installer avec 1 mois pour dénoncer votre contrat. Vous avez une solution à travers le coworking. Et puis, l'autre sujet qui va animer 2021, ce sont les surfaces qui sont plug and play. Une entreprise qui s'installe dans un immeuble neuf, il faut qu'elle l'aménage, il faut qu'elle investisse beaucoup d'argent pour le câblage informatique, le cloisonnement, pour les salles de réunion et tout l'aménagement dont elle peut avoir besoin. Aujourd'hui, sur le marché, vous avez, selon nos estimations, environ 200 000 m² de locaux d'entreprises qui voudraient les quitter et donc ils les quittent en laissant le mobilier, les aménagements. Et ça a fait, c'est une réponse très positive au marché. Le marché et les entreprises sont intéressés par ces surfaces-là parce qu'elles n'ont pas d'aménagement à payer et donc, encore une fois, c'est une source d'économie. C'est ce qui devrait animer aussi fortement le marché, au même titre que les locaux en coworking sur l'année 2021. Ma boule de cristal, c'était la question que tu me demandais, Benoît, avant que je te rende la parole. Quel sera le marché 2021 et si on se projette un peu plus, quel serait le marché 2022 ? Écoutez, on n'a pas de fausse euphorie, mais malgré l'impact Covid, malgré la généralisation du télétravail, selon nos études internes JLL, les entreprises sont en moyenne entre 2 et 3 jours de télétravail par collaborateur. Malgré tout ça, on estime que l'année 2021 pourrait se terminer avec un take-up, un nombre de mètres carrés loués autour de 1 700 000 m², à comparer avec les 1,3 million de l'année 2020 et à comparer avec une moyenne décennale autour de 2 100 000 m². Et on estime que 2022, on pourrait presque être de nouveau à l'équilibre, reprise économique, le télétravail qui sera maintenant bien mesuré et analysé, peut-être aussi une campagne de vaccination qui aura permis aux usagers de revenir travailler sur le lieu de travail. Et donc, on estime que ce sera le moment que choisiront les entreprises pour déménager et on espère être de nouveau sur un exercice à peu près équilibré. Un marché qui sera un marché d'opportunités, des bâtiments de grande surface, de très bonne qualité, beaucoup en périphérie. Et c'est pour nous une année qui devrait être plus équilibrée entre Paris et en dehors de Paris, donc un marché qui devrait s'orienter sur l'ouest parisien parce qu'il y aura beaucoup d'opportunités à venir rechercher. Et sur la fin de 2021, si on a, et c'est ce qu'on pense malheureusement, quand même encore quelques milliers de mètres carrés à louer, on devrait assister au premier repricing fort, donc des baisses de valeur des loyers facials des bâtiments qui sont alloués sur le marché francilien. Voilà. Okay. Merci Sébastien, merci pour cet état des lieux et ces chiffres intéressants et plutôt encourageants sur les années 2021-2022. Il faut y croire, il faut être positif. J'ai beaucoup aimé quand tu nous as dit moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés. Moi, c'est quelque chose que je ressens vraiment en ce moment lorsqu'on regarde des immeubles et lorsqu'on traite des immeubles qu'on a en portefeuille. C'est une belle transition pour la question que je voulais poser à Julien, puisque on voit que la crise du Covid a vraiment énormément accéléré l'obsolescence des immeubles de bureaux.
C'est-à-dire que maintenant, un immeuble qui a 15 ans, même 10 ans, est déjà un immeuble vieillissant qui répond plus forcément aux attentes des utilisateurs. Donc, je voulais demander à Julien quel était, selon lui, l'avenir de ces immeubles qui sont déjà obsolescents, alors qu'ils sont forcément pas forcément très vieux, et qui du coup vont avoir vocation peut-être à se vider dans les prochaines années. Et donc, je voulais voir avec Julien ce qu'il en pensait. Merci de me donner la parole. À 10 ans, c'est très court pour un bâtiment. J'espère que ceux qui sont obsolescents sont un peu plus vieux que ça, parce que le temps de construire un bâtiment, c'est à peu près entre 4 et 8 ans. Donc, c'est vrai qu'à peine livré, s'il est déjà obsolescent, on arriverait dans une ère de l'immobilier qui serait très compliquée à gérer. Mais c'est vrai que ça s'est accéléré. Moi, je dirais, pour commencer, que le Covid est une crise que nous traversons qui est assez singulière parce qu'elle accélère encore les réflexes et les besoins et les besoins de mutabilité. Mais en fait, c'est le contraste entre une période qui était pré-Covid, où les entreprises avaient un besoin d'attirer des talents et avaient, grâce au bureau, trouvé un vecteur puissant qui était d'attirer les meilleurs auprès de leurs entreprises. Ça permettait, l'architecture permettait d'être un vecteur des entreprises, des valeurs de l'entreprise, et par rebond, d'attirer les meilleurs pour pouvoir travailler au sein de leur entreprise. Il faut savoir qu'il y avait une croissance absolue, et les critères des jeunes pour choisir une telle ou telle entreprise, le lieu de travail avait une part prépondérante, très curieusement. Je l'ai moi-même vécu dans mes propres locaux où on avait compris qu'en mettant à disposition des nouvelles manières de travailler, eh bien finalement, on arrivait à capter les meilleurs talents. Alors, si on regarde la question posée, en fait, elle a évolué. On est passé donc d'une question de comment garder nos talents à une question, avec le Covid, comment les faire revenir. Et aujourd'hui, on est même dans le 3e cycle. Là, est-ce qu'il faut les faire revenir? Alors, c'est compliqué à suivre, sachant qu'on parle. Le micro est coupé, Julien. Julien, votre micro est coupé, il faut le réactiver, s'il vous plaît. Oui, vous m'entendez? Pardonnez-moi. Donc aujourd'hui, je ne sais pas où ça a coupé, mais je poursuis. Je vais vous présenter deux projets différents. Le premier était sous l'ère des comment attirer nos talents et c'est du bureau. Et le deuxième est plus lié au logement parce que, en fait, je pense qu'on va évoluer au fil de la discussion vers non plus comment dessiner nos bureaux, mais comment dessiner nos logements. Et je m'expliquerai un petit peu plus tard. Je vais commencer par une opération majeure et qui est Avenue Montaigne, dont l'asset manager est Chesfield et qui, il y a 5 ans, a entrepris de réhabiliter lourdement son bâtiment et de le reprojeter dans les 30-40 prochaines années avec cette capacité d'accueillir une nouvelle manière de travailler dans des meilleures conditions. Donc il y avait à la fois chez le maître d'ouvrage une vision qui était cette mutation et ce besoin de séduire par des espaces qui permettraient par leur agilité d'attirer des nouveaux talents. Alors le temps que je puisse mettre cette présentation. Donc il s'agit du 50 Montaigne, d'un bâtiment de 15 000 m². Je vais citer les acteurs, c'est important. JLL est l'AMO de l'opération. L'asset manager est Chesfield. Et on a aujourd'hui Olayan comme propriétaire. Donc, ce qui est intéressant dans ce bâtiment, c'est un bâtiment de bureau qui a été construit en plusieurs temps et qui a suivi l'évolution des besoins, finalement. Et on partait d'un hôtel particulier à Avenue Montaigne, sur lequel est venu se greffer au fil du temps des maisons comme Philips, des maisons qui ont eu leur siège social et puis ensuite qui ont eu besoin de passer d'un lieu de production à des lieux de travail dans les années 40, accueillir des...
Alors celui, il est intéressant parce que il retire le dénominateur commun qui est essentiel pour une location, pour l'attraction d'un bien, c'est-à-dire la localisation. Or, cette localisation est extrême dans le sens où elle est parfaite, si j'ose dire, et très attrayante de soi. Pour certains types d'acteurs, mais en fait, on est quand même dans un registre où, de fait, la localisation est parfaite. Donc, en fait, ça nous permet, par une tare, de comprendre quelle est la plus-value de ce bâtiment aujourd'hui dans sa mutabilité, dans ce qu'il peut offrir, et de là, attirer les futurs occupants. On est parti à l'époque, parce que c'est une opération qui remonte à 6 ans, d'un bâtiment qui avait était la succession de permis de construire et donc l'addition d'un besoin de surface essentiellement. La lumière, l'épaisseur des bâtiments, tout ça était beaucoup moins important. Les surfaces étaient essentielles. Et la proposition que nous avons faite et sur laquelle nous avons travaillé avec Chesfield, c'était de considérer que les espaces extérieurs allaient devoir être essentiels dans l'attractivité du bien. En faisant de la chirurgie sur le volume existant, sur un volume qui était d'ailleurs assez agile structurellement, on a pu créer des terrasses qui offraient un plein pied, une nouvelle manière de travailler à chaque étage de ce bâtiment. Le visage de ce bâtiment sur l'avenue Montaigne, c'est de la pierre de taille. C'est un hôtel particulier qui a été démonté dans les années 90, qui est venu accueillir du commerce au pied de l'immeuble. Pardon, excusez-moi. Et je reprends la présentation, pardon. Pardon. Voilà. Excusez-moi pour cette interruption. Voilà. Et en cœur d'îlot, on a un immeuble qui est contemporain, qui date des années 60, 70, et je l'ai voulu en fait comme un cœur végétal, en créant une succession de terrasses et de paysages à chaque étage, pour que la logique qui est celle dans des immeubles de bureaux classiques des années 70, que de prendre l'ascenseur pour aller trouver l'air frais, soit bousculée et qu'on puisse de plein pied accéder à des terrasses extérieures. Donc ça a demandé une mutation assez profonde du bâtiment qui aujourd'hui, en fait, et je vais retracer un peu d'histoire, c'est toujours intéressant, a suivi l'évolution de l'avenue Montaigne avec ce besoin d'apparaître très fort, d'avoir une façade qui est en arrière-plan. Donc l'adresse concernée, c'est ce bâtiment-là, donc une façade classique. Et derrière, vous perceviez déjà le volume construit dans les années 70 et qui était assez discrète d'une certaine manière. Il faut savoir voilà, que ce bâtiment a été largement modifié au fil des années. C'est un magnifique hôtel particulier et qui petit à petit est devenu un immeuble de bureau essentiellement. L'image de ce bâtiment, hier c'était celui-ci. Aujourd'hui, il est en reconstruction complète. Il sera livré fin de l'année et on a en fait, vous voyez, une course au mètre carré essentiellement. Sans espace extérieur, les toitures étaient occupées par des échangeurs d'air, donc pour refroidir les bureaux. Donc évidemment, un côté très aride des façades et en même temps l'impossibilité d'avoir des terrasses et des points de vue extérieurs. Demain, c'est-à-dire fin de l'année, l'image et l'usage de ce bâtiment sont radicalement modifiés, tout en gardant finalement l'essentiel, c'est-à-dire la surface, et puis cette capacité d'un plein pied à chaque étage. Donc évidemment, la mutabilité du bureau est essentielle, et la structure existante de ce bâtiment l'a permis, et en ce sens, permis de lui donner une deuxième vie. Voilà le visage fin de l'année de ce nouveau bâtiment. Donc, on a conservé cette façade de pierre et derrière, on est venu réinscrire des volumes pour reprendre une certaine cohérence et surtout la capacité d'aller occuper les terrasses. Là, vous avez
des points de vue du chantier actuel qui est conduit par l'entreprise Bouygues Rénovation. Et on voit apparaître des lieux accessibles pour les futurs occupants qui sont largement ouverts avec un skyline qui est tout à fait exceptionnel. L'impasse d'Antin, et puis cette volonté dans les bureaux d'avoir des grandes ouvertures avec la capacité d'ouvrir les fenêtres et d'avoir le plein air et d'être capable de se sentir à l'extérieur depuis son bureau sur des grands open space comme ça qui viennent à chaque étage occuper l'ensemble. Alors il y a un autre paramètre, c'est qu'on est venu créer des grandes loggias, des grandes ouvertures dans le volume, et là vous avez la représentation de cette baie béante qui va être en fait ouvrable pour les futurs occupants pour finalement venir travailler à l'extérieur avec un point de vue et changer sa méthode de travail pour pouvoir finalement, au lieu d'avoir à aller en bas dans les étages au rez-de-chaussée pour trouver le plein air, d'être capable à chaque niveau de sortir d'un plein pied. Quelques points de vue extérieurs qui montrent les terrasses qui viennent jalonner l'ensemble des volumes. Voilà, donc ça, c'est un bâtiment qui aujourd'hui est en construction, qui va être livré fin de l'année et qui a su reprendre une nouvelle vie avec une intervention architecturale lourde, mais finalement qui rejoint le besoin qui était pré-Covid, celui d'être capable de s'adresser et d'avoir au sein, au-delà des paysages qui sont créés sur ce volume, d'avoir au sein une programmation qui permet d'accueillir les futurs occupants. Il faut savoir qu'en base, on a aussi dans tout ce qui est les sous-sols des niveaux de parking, mais une grande partie va être utilisée pour l'accès au vélo et d'avoir une nouvelle façon de venir rejoindre le bureau, d'accéder au cœur du projet en vélo, de pouvoir, il y aura des services associés pour les réparer et d'avoir une nouvelle manière finalement de se rendre sur son lieu de travail. Le deuxième exemple que je souhaite vous montrer pour répondre à votre question, c'est celui de logements qui sont finalement la mutation de bureaux des années 70, là encore. Ça se trouve à Boulogne et on a sur ce bâtiment que voici, qui est aujourd'hui rue Marcel Dassault, une question posée par le maître d'ouvrage qui est logique et propriétaire qui est Cardiff BNP Paribas. Une question assez simple, c'est qu'est-ce que je fais de ces mètres carrés et notre proposition a été d'étudier la transformation en logement. Donc la tâche a été de comprendre comment on allait pouvoir intégrer au sein de ce volume, par une opération de remodelage et d'accastillage, de trouver une fonction logement. Et notre proposition a été simple, elle a été de dire on conserve l'enveloppe extérieure, on vient accastiller des lieux de vie, des terrasses très généreuses sur la structure et on s'arrange en cœur de projet pour avoir une distribution, et c'est ce schéma qui le montre là, une distribution qui permet d'avoir une granulométrie d'appartements autour d'une bande fonctionnelle qui distribue et qui accueille toutes les salles d'eau, les cuisines et les cuisines, salles de bain, et ensuite des pièces de vie qui sont directement adressées à la lumière naturelle. Donc, en gros, c'est l'acceptabilité d'avoir des profondeurs qui sont hors normes, mais c'est aussi la capacité de proposer des lieux extérieurs qui sont beaucoup plus larges que la norme des logements qu'on peut produire aujourd'hui, en considérant que ce sont des espaces de vie. Donc là, on est sur des 16 mètres carrés, 20 mètres carrés, 22 mètres carrés, ce qui est très inhabituel dans les logements produits aujourd'hui et hier. Et donc, de proposer une mutation de ce bâtiment qui permet de lui redonner, là encore, une nouvelle vie et un nouveau visage pour la ville. Voilà.
Mais ça m'amène à une question centrale qui n'est pas finalement celle des bureaux, mais qui est de comprendre comment on va dessiner nos logements, puisqu'on a compris que 2 jours par semaine, certains d'entre nous resteraient chez soi pour travailler, et de comprendre qu'en fait, il nous faut un espace de travail digne de ce nom dans ces nouveaux logements. Alors ça veut dire de l'espace, ça veut dire de la lumière, ça veut dire une pièce en plus, ça veut dire, voilà. Et ça réinterroge beaucoup la manière de les concevoir. Et en ce sens, les promoteurs, les investisseurs sont très intrigués par cette nouvelle période. Et je pense qu'on peut les accompagner, nous, architectes, notamment au moment où, et ça je les félicite, nous avons des confrères Lacaton et Vassal qui ont eu le Prizer Prize sur un travail remarquable qu'ils conduisent depuis plusieurs années, sur cette capacité d'aller à l'essentiel sur les bâtiments et de leur donner par une frugalité, une véracité, une cohérence, un plein usage et surtout d'aller à l'essentiel. Et je pense que ce signe très fort et cette récompense qu'ont obtenu mes confrères est un marqueur qui va être observé de près par les investisseurs et par les promoteurs. Ok, bah, écoutez, merci beaucoup Julien pour la présentation de ces 2 projets et puis d'avoir échangé avec nous votre point de vue. Est-ce que je peux juste rappeler aux intervenants de ne pas dépasser 10 minutes par réponse, sinon malheureusement on ne va pas avoir le temps d'aborder toutes les questions et ce serait dommage. On va passer maintenant à la 3e question que je vais adresser à Vincent. Parce que Vincent, on parle de plus en plus de transformation de bureaux en logement. C'est un sujet qui est très à la mode en ce moment, surtout comme on le disait tout à l'heure, avec le nombre croissant d'immeubles de bureaux qui sont obsolètes et qui du coup sont vacants. Donc du coup, je voulais avoir votre point de vue sur ce sujet pour savoir si vous, c'était des choses que vous faisiez chez Novaxia et ce que vous en pensiez, et notamment si vous pensiez que les mairies allaient jouer les jeux, parce que c'est vrai que malheureusement, on est assez souvent confronté au pouvoir public sur ces questions-là, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que nous. Donc je voulais en parler avec vous, Vincent. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais tenir mes 10 minutes. Merci beaucoup. Et je vous demande à tous, en effet, de me suivre durant 10 minutes si vous êtes bien disponible et toujours concentré. Alors, Novaxia, vous l'avez cité au début en disant plusieurs chiffres et ça me permettra de faire une mise à jour de ces chiffres. Je ne sais pas à quelle date avaient été publiés les chiffres que vous avez pris et ça va me permettre surtout d'amener ce sujet du recyclage urbain, de la transformation de bureaux en logement. On n'est pas un promoteur, comme vous l'avez dit, et vous allez voir, ça a tout son sens dans tout ce qui est portage foncier, achat sans conditions suspensives et travail dans le temps long des projets, notamment en travaillant sur la réversibilité et actuellement en particulier sur le recyclage de bureaux en logement. Novaxia est une entreprise d'investissement. Depuis 15 ans, on est une entreprise d'investissement. On a une société de gestion, Novaxia Investissement, qui gère et développe des fonds immobiliers dédiés à une seule grande thématique, le recyclage urbain. Donc on travaille sur la ville et sur le recyclage de la ville sur elle-même. La bonne nouvelle, c'est que le recyclage, transformation de bureaux en logement est effectivement à la mode, mais j'ai une très bonne nouvelle, Benoît, c'est que Novaxia en fait depuis 15 ans, puisque Novaxia s'est fondé sur une opération de transformation de bureaux en logement à Strasbourg en 2006, donc comme vous l'avez cité, fondée par Joachim Hazan. Donc ça existe depuis longtemps et certains acteurs comme Novaxia savent bien en faire. On ne fait pas que ça. On a aussi d'ailleurs des projets en partenariat avec certains des confrères qui sont aujourd'hui rassemblés. Donc on a tout type d'actifs, mais aujourd'hui très très fortement, on insiste sur la transformation, le recyclage de bureaux en logement. Vous avez cité quelques chiffres et ça me permettra, je l'espère, de vous donner un aperçu de la croissance du marché qu'on essaye bien sûr à la fois de suivre avec nos propres activités et ça montrera une profondeur du marché. Vous avez parlé de quelques chiffres, vous aviez parlé d'1 milliard d'euros, de quelques milliers d'épargnants et d'une dizaine de projets. Aujourd'hui, Novaxia, c'est 3 milliards d'opérations d'euros pilotées,
c'est 50 projets en cours et c'est plus de 10 000 épargnants qui sont rassemblés. Donc, il y a mon premier point va être le suivant. Il y a une vraie prise de conscience à la fois écologique et à la fois financière. Le sens et la rentabilité vont bien ensemble sur cette thématique. Des investisseurs en disant bah, c'est mieux de recycler la ville sur elle-même. Et deuxièmement, notamment avec les chiffres qui ont été présentés par JLL, sur certaines positions, sur certains actifs, moyennant beaucoup d'hypothèses, de savoir-faire et de développement, il est tout à fait possible d'à la fois avoir du sens pour créer du logement, et il en manque cruellement aujourd'hui en France en zone urbaine dense, et par ailleurs de viser une rentabilité au sein des fonds immobiliers donc qu'on gère au niveau de Novaxia Investissement. Voilà quelques chiffres. Ensuite, et j'aborderai la question des maires en dernier lieu, alors je vous propose, comme on a peu de temps, de ne pas vous présenter des slides, mais de vous présenter le film du soir, qui va être un film qui n'est pas de Novaxia, qui est un film du ministère de l'économie. Et on a eu cette chance que le ministère de l'économie nous a accompagnés, nous a soutenus dans une annonce toute récente, le 19 janvier. Donc ça dure 2 minutes. Et puis ensuite, je vous propose d'aborder la question des maires pour terminer. On est le 19 janvier dernier, en 2021. 2 ministres sont présents. Emmanuel Grégoire au niveau de la mairie de Paris. Ça commencera, j'espère, à répondre à votre question dans une de nos plus belles opérations de recyclage de bureaux en logement réalisées à Paris avec l'architecte Olivier Delettre, présent bien entendu. Et on annonçait ici le lancement d'un nouveau fonds qui va, nous l'espérons, permettre de changer d'échelle sur cette thématique. Je suis dans le 20e arrondissement de Paris aujourd'hui pour inaugurer une belle opération de transformation d'un bâtiment de bureau en logement. C'est un bâtiment qui faisait 2 étages, il est passé à 5, donc on l'a densifié. Et grâce à ça, ça fait une 50aine d'appartements. De cette opération exemplaire naît un fonds qui va financer la création de 4000 logements. Tout le monde sait la tension immobilière qu'il y a dans nos villes, dans nos grandes villes, dans notre capitale. Vous avez ici, avec Novaxia, l'illustration de l'importance qu'a l'orientation de l'épargne au service de projets sociaux, environnementaux plus responsables. On voit bien que les plans de bureaux et les plans de logement, c'est pas les mêmes cloisonnements. Oui, bien sûr. De façon à agrandir, on bénéficie de la grande hauteur sur le plafond ici et ça a été conservé. Et quelque part, Novaxia, vous anticipez plutôt que de subir. Vous anticipez le fait que bientôt on va évaluer certes le profit comme dans une comptabilité analytique existante, mais aussi ce qui ne relève pas du profit, l'impact environnemental, social et de gouvernance. C'est une première pierre qui est posée ici avec le fonds R de Novaxia qui va se développer dans les prochains mois. Et je ne doute pas que cette tendance va être suivie, je l'espère, je l'appelle de mes voeux, par les assureurs, par les acteurs bancaires, par les gestionnaires d'actifs. Vous cherchez de l'impact social, solidaire, environnemental. Ici, dans ces projets immobiliers de rénovation de bureaux en habitation, vous y trouverez de l'impact social et environnemental. Il nous faut maintenant, avec Emmanuel Vargon notamment, mais aussi avec Bruno Le Maire à Bercy, impulser un mouvement de fond pour que l'ensemble des assureurs et des acteurs financiers s'intéressent à ce sujet, investissent sur ce sujet. Il y a de l'impact, il y a un besoin, on a besoin de financement et je pense que c'est le sens des prochains mois sur ce sujet. Merci à tous de votre attention. Et donc, vous voyez, je vous parlais de prise de conscience des investisseurs, des pouvoirs politiques, des acteurs immobiliers, des acteurs de l'investissement immobilier. C'est réel. On en parle, bien entendu, on le voit à notre échelle et on l'observe désormais à très grande échelle, à l'échelle nationale. On a donc lancé un fonds Novaxia R qui est dédié à cette thématique et qui va permettre au premier support d'épargne des Français en assurance vie d'investir sur cette thématique. Et donc, on l'espère, d'apporter un certain nombre de financements à ces opérations qui ont besoin d'equity, donc qui ont besoin d'épargne pour pouvoir être réalisées. Puisqu'on l'a entendu tout à l'heure, il y a tout un travail sur le bâti avec l'art et l'expertise des architectes et puis toute la chaîne de valeur immobilière pour réussir ces opérations.
il faut aussi, bien entendu, savoir sourcer les bons actifs de bureau pour être transformés en logement. Tout actif de bureau ne va pas pouvoir être transformé en logement. Néanmoins, on le voit, il y a une profondeur de marché qui a littéralement explosé, qui s'est accélérée, ça a aussi été dit, sur cette thématique-là. Et donc, on peut cibler des opérations, on a désormais les canaux pour l'investissement et on a le soutien. Et ça me permet de vous proposer une réponse sur la dernière question. Les mairies aujourd'hui nous soutiennent. Nous, on en fait plusieurs d'opérations de ce type, 50 opérations actuellement en cours. Ces opérations-là sont soutenues par les mairies pour plein de raisons. D'abord, en effet, toutes les mairies doivent discuter de tout projet immobilier. Mais j'en veux pour preuve un premier exemple, l'appel à projet de la mairie de Paris dédié à la transformation de bureaux en logement, qui permet d'initier toute une nouvelle vague d'innovation sur ce schéma-là, et on l'espère de saluer les acteurs pionniers dont on a entendu notamment l'architecte, pour certains projets immobiliers qui montrent que certains acteurs savent en faire. Donc la mairie de Paris aujourd'hui souhaite même accélérer ce phénomène. Mais on l'observe dans toutes les grandes métropoles françaises. Alors, quelles sont les raisons? Il y a beaucoup de raisons. D'abord, amener du logement dans des bâtiments qui sont vides depuis plusieurs années, ça permet aussi d'amener de la vie, de faire vivre les commerces en centre-ville. L'une des premières raisons. Un autre aspect, on a une prise de conscience écologique très forte lors des dernières élections municipales. Et donc, la lutte contre l'artificialisation des sols, dans le même temps où la France et la Convention citoyenne pour le climat nous dit il faut arrêter l'artificialisation des sols. C'est dans la loi issue de la Convention citoyenne pour le climat. Et le ministère du Logement nous dit attention, 70% de l'artificialisation des sols provient de quoi? Des logements. Et on a un peu une dialectique où à la fois pénurie de logements, enjeu social, et artificialisation des sols, enjeu environnemental. Les mairies, avec une forte conscience écologique, comprennent bien qu'il y a des opportunités aussi sur certains actifs pour répondre à ce double enjeu social et environnemental. Donc on l'observe aujourd'hui pour tout un tas de raisons. Ça permet des immeubles qui apportent de la vie, notamment dans les centres-villes. Et ça répond encore une fois à un enjeu social de créer du logement, ce qui ne sera pas forcément la réponse à la pénurie de logements, puisqu'on évalue aujourd'hui à plusieurs centaines de milliers de logements qui manquent chaque année depuis plusieurs années. Néanmoins, ça sera une contribution à cet enjeu social notamment. Et donc, pour vous répondre sur les mairies, on a des signaux positifs. Tous les feux verts sont là. La loi nous y aide. Et le bonus de constructibilité qui a été instauré par la loi Elan va peut-être rentrer de plein droit dans toutes les mairies. Et donc ça, eh bien, ça sera encore un nouveau signal, encore un nouveau feu vert pour aider l'ensemble des acteurs, et donc on l'espère l'ensemble des investisseurs et des épargnants qui investissent sur cette thématique pour accélérer. Voilà, j'espère que j'ai respecté mes 10 minutes. En tout cas, merci pour votre attention. C'est magnifique, 10 minutes top chrono. Merci Vincent. On va maintenant passer du coup à la deuxième partie de cette visioconférence sur tout ce qui est notamment les programmes neufs. Donc on va attaquer cette deuxième partie en posant une question à Ubay qui donc travaille chez Altaria Cogedim. Donc Ubay, on voulait savoir comment on pouvait concevoir des immeubles résilients et qui répondaient vraiment aux attentes des utilisateurs. Et on se demandait aussi si votre façon d'imaginer les immeubles avait changé depuis le Covid, notamment en ce qui concerne les espaces extérieurs, les espaces de détente, les espaces partagés, etc. Donc je vous laisse la parole. Merci à tout le monde. Il y a pas mal de choses qui étaient dites, donc je vais essayer d'éviter d'être redondant et de répéter ce qui était déjà dit depuis tout à l'heure. Avant le Covid, le Covid n'a fait qu'accélérer un changement et une évolution de la façon de travailler, mais qui était déjà entamée depuis un moment. Ça a accéléré ce mouvement, mais ça a bouleversé aussi ce mouvement. Enfin, depuis un moment, tous les employeurs, tous les directeurs immobiliers des grands groupes et même des petites sociétés cherchaient à rentabiliser les mètres carrés qu'ils louent.
Ils cherchaient à reconquérir des surfaces qui étaient mal utilisées ou qui étaient peu utilisées. Un RIE aujourd'hui qui sert de 11h à 15h, ça veut dire que tout le reste de la journée, vous payez son loyer, mais vous ne l'utilisez pas. Mais aussi de favoriser les échanges. On a complètement oublié les bureaux où on était en bureau individuel, où vous avez un ratio de 20 mètres carrés par personne. On est sur des ratios qui étaient de l'ordre de 10 mètres carrés par personne depuis un moment dans les immeubles de bureaux. Et depuis 2-3 ans, et surtout avec le coworking, on cherchait à renforcer ce ratio en essayant de descendre à une personne pour 9 mètres carrés, une personne pour 8 mètres carrés, pour essayer de tasser un peu plus les gens, pour payer un peu moins de loyer et pour faire des économies, mais en même temps de créer des espaces d'échange pour que les gens puissent être à leur poste uniquement pour travailler et pouvoir échanger dans d'autres espaces de convivialité qui sont dans l'immeuble. Ce qui s'est passé avec le Covid, c'est qu'il y avait déjà des sociétés qui avaient commencé à tester le télétravail, mais peut-être pour les salariés, c'était une sorte de confort. C'est les dirigeants qui n'étaient pas convaincus. Ils ont eu un test grandeur nature pendant 2 mois et demi en mars l'année dernière, où ils étaient obligés de télétravailler. Ils étaient obligés de faire télétravailler tous leurs salariés. Et c'est là où les dirigeants, les décideurs des entreprises se sont rendus compte que finalement, tiens, le télétravail, on peut être productif quand on est en télétravail. Et du coup, au lieu d'aller chercher une économie d'1 mètre carré par poste de travail qui va faire 10% d'économie des surfaces, si je mets tout le monde en télétravail 2 jours par semaine, je fais 40% d'économie tout de suite. Mathématiquement, bien sûr, il va falloir, si on fait ça, changer complètement la façon de travailler dans l'immeuble de bureau. Si vous voulez passer en télétravail et vous voulez économiser des surfaces, il va falloir forcément passer en flex office parce que si vous avez toujours des postes nominatifs, ça ne sert à rien. Et il va falloir aussi augmenter les espaces d'échange, les espaces de convivialité parce que, in fine, avec le télétravail, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il va falloir maintenant séduire les gens pour revenir au bureau parce que quand vous avez besoin de vous concentrer pour travailler, vous n'avez pas besoin d'aller au travail, au bureau. Vous pouvez rester chez vous si vous avez l'espace, si vous avez les moyens de rester chez vous pour rester concentré et vous restez chez vous. Sauf que, au fur et à mesure, on se rend compte que ce télétravail, il n'y a plus de communication informelle, il n'y a plus de sentiment d'appartenance, il n'y a plus de socialisation, il n'y a plus d'échange. Et surtout, pour les jeunes qui sont en train de rentrer dans le marché du travail, comment vous voulez intégrer quelqu'un dans une société ou lui transmettre un savoir et une valeur et une image de l'entreprise? Je pense, et ce n'est pas mon avis, je pense que c'est l'avis de tout le monde aujourd'hui, il n'y a pas un patron, il n'y a pas une société qui ne va pas passer à 1 voire 2 jours de télétravail par semaine. Ça va être pratiquement la règle. Et même la recherche des salariés aujourd'hui, la première question qu'un jeune aujourd'hui demande quand il va arriver dans un recrutement, c'est combien de jours de télétravail je vais avoir. Maintenant, si tout le monde part en télétravail le lundi et le vendredi et tout le monde est au bureau de mardi à jeudi, ça va poser un problème. Donc il va falloir retravailler tout ça pour voir comment ça va être organisé. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi le bureau de demain? Il va falloir donc travailler sur des immeubles de bureaux pour qu'ils soient le plus flexibles possible, pour qu'ils soient le plus modulables possible. On a réussi aujourd'hui une migration qui est la migration du travail vers le domicile. Vous pouvez prendre votre ordinateur, vous mettre à table quand vous êtes en train de manger ou dans votre lit pour travailler. Pour séduire les gens pour revenir au bureau, il va falloir qu'on puisse faire une migration dans l'autre sens. C'est qu'on retrouve ce qu'on retrouve dans sa vie personnelle ou extra-professionnelle, on retrouve ça sur son lieu de travail. On ne va pas installer des lits dans les bureaux pour qu'on puisse y dormir, mais peut-être on va pouvoir installer de la culture, du sport, du social. Et c'est ce qui va séduire les gens pour revenir au bureau.
Sauf que quand vous allez imaginer quelque chose aujourd'hui dans l'immeuble que vous allez livrer demain, eh ben, il ne va pas être adapté à la façon de travailler d'après-demain parce que vous ne savez pas aujourd'hui quand vous allez travailler après-demain. On n'en sait rien. Donc, ce qu'il va falloir pour éviter tout ce qui était dit, que votre immeuble soit obsolète après-demain, donc au bout de 5 ans, parce que le cycle aujourd'hui d'évolution, quand on voit, on est presque comme dans l'hôtellerie. C'est qu'aujourd'hui, quand une société s'installe, il va faire ses plans d'aménagement, il va s'installer d'une certaine façon, il va faire ses décos. 3 à 5 ans après, il va refaire des changements, des aménagements. Forcément. Je peux vous donner plein d'exemples très récents. 3 à 5 ans. Donc, il a un bail de 9 ans. Au bout de 3 à 5 ans, il a refait déjà des aménagements. Ben, il faut que ça lui coûte le moins cher possible et que cet immeuble, au bout de 9 ans, il ne devient pas obsolète et qu'il oblige à déménager encore. Donc, il va falloir que le bâtiment sur lequel on va travailler, il réponde à plusieurs critères. Il y a BNP qui a fait une étude qui est très intéressante. Ils ont identifié plusieurs items, donc je vous invite à consulter leurs études. Donc, première chose, c'est l'attractivité de l'immeuble. C'est son agilité. L'agilité, c'est un immeuble agile, c'est un immeuble où il y a des espaces hybrides. C'est quoi un espace hybride? C'est un espace qui, aujourd'hui, est adapté pour installer des postes de travail. Demain, il va être adapté pour le transformer juste en jouant avec du mobilier, en le transformant en espace de réunion, en espace de convivialité, en espace de rencontre. Quand vous allez au travail, vous allez pour rencontrer vos collègues, vous allez pour échanger. Vous n'allez pas uniquement pour travailler. Donc cette agilité est très importante. Il y a un point aussi qui aujourd'hui devient un vrai sujet sociétal, c'est la responsabilité sociétale et environnementale. Donc ça, un immeuble de bureau de demain, il faut qu'il puisse être un immeuble économe, qui utilise des énergies renouvelables, qui a été construit avec des matériaux, de remploi de matériaux, avec une économie circulaire, où il y a de l'agriculture urbaine, et aussi la sécurité. On parle aujourd'hui de la sécurité sanitaire, mais vous verrez, dans 6 mois, on sera tous vaccinés, c'est ce que le président nous a promis, et on va passer à autre chose. Et la future sécurité qui va nous arriver, ça va être la cybersécurité. C'est la crise de demain. Donc, c'est quoi un immeuble sécuritaire? C'est un immeuble, il y a des gens qui réfléchissent aujourd'hui sur la sécurité sanitaire, sur la circulation de l'air, sur la ventilation, sur avoir la possibilité d'ouvrir les fenêtres, d'avoir des espaces extérieurs, mais aussi, par exemple, rentrer dans l'immeuble sans rien toucher. C'est un immeuble sans contact. Vous arrivez avec votre téléphone, vous commandez l'ascenseur, vous ouvrez la porte, vous rentrez dans votre espace de travail sans rien toucher. Et la cybersécurité, ça va être le sujet quand je dis demain, c'est vraiment dans le futur très proche. Et on le voit déjà, quand on voit qu'en pleine crise sanitaire, on s'attaque à des hôpitaux, on s'attaque, donc il n'y a plus de honte. Donc, ça va être le vrai sujet de demain. Et ça, c'est le sujet qu'il va falloir qu'on intègre dans nos réflexions. En agilité, l'agilité, ça va être l'agilité technique, on a parlé, l'agilité de l'espace, mais c'est aussi l'agilité du contrat. Moi, je pense que le coworking, mais revisité, réfléchi différemment, ça va peut-être refaire surface. Mais peut-être ça s'appellera pas coworking, parce que une société, si demain elle a besoin de retrouver un sens et un symbole et avoir une attractivité, elle a besoin d'avoir son siège. Par contre, il n'a pas envie de s'engager pendant 9 ans ferme, comme les baux actuels qu'on a d'habitude d'entendre. Donc, c'est quoi le futur dans cette agilité juridique? Il y a des modèles à inventer et on les a peut-être pas encore inventés. Sur l'attractivité, il y a l'emplacement, ça c'est très important. Il y a les services. Je vais vous présenter un exemple sur lequel on a travaillé. C'est un immeuble à La Défense qu'on vient de livrer. Ça vous donnera une rapide illustration tout en respectant mes 10 minutes.
Mais ça vous donnera une idée de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui et qui peut attirer les talents, les futurs employeurs, les jeunes, mais pas que les jeunes. Enfin, même les moins jeunes, ils ont envie aussi de pouvoir aller au bureau. Moi, j'ai envie de dire, il va falloir même attirer les moins jeunes dans l'immeuble de bureau que les jeunes. Parce qu'un jeune aujourd'hui qui vient de sortir de l'école et qui habite dans un studio à Paris, il n'aura peut-être pas les mêmes espaces pour télétravailler que quelqu'un qui est un peu plus âgé, qui est bien installé, qui a peut-être un jardin ou un espace ou une terrasse ou un balcon, et accessoirement, ça lui permet de gérer l'arrivée des enfants et les activités des enfants. Donc, il peut être plus intéressé par télétravailler que quelqu'un qui est plus jeune. Donc, il va falloir penser à tous nos salariés et non pas uniquement à une catégorie des salariés. L'attractivité aussi, c'est l'architecture, c'est les espaces extérieurs, l'innovation, la mixité, donner une âme à son immeuble. C'est une âme, c'est pas juste faire du béton ou du bois, c'est lui donner une âme, une architecture, même un côté artistique. La biophilie aussi, c'est très important. Et la performance qui est la performance technique et la performance énergétique. Si je vous montre rapidement quelque chose sur lequel on a travaillé à la Défense, c'est un immeuble qui s'appelle Landscape. Et si on essaye juste d'appliquer les quelques concepts qu'on a évoqués tout à l'heure sur cet immeuble, c'est un immeuble existant, c'était 2 immeubles en fait, qui étaient des immeubles construits dans les années 80 pour accueillir des ministères. Donc c'est un immeuble qui 2 tours qui était configuré pour faire du bureau individuel. Très compatible avec du bureau individuel. Donc le but c'était de transformer cet immeuble en un immeuble qui va plus accueillir des bureaux individuels parce que c'est fini les bureaux individuels. Donc première chose, on a dit l'accessibilité et la proximité des transports en commun, ça a été dit tout à l'heure par JLL, je suis d'accord avec lui. Je pense que l'axe aujourd'hui RER1, métro 1 et les grèves ont donné raison. C'est là où vous avez toutes les lignes qui sont automatiques et qui permettent aux gens d'y accéder même pendant les grèves. Parce que les prochains problèmes aussi, ça va être les grèves. Plus que la crise sanitaire, il faut y penser. C'est l'accessibilité avec des transports douces, parce qu'on le voit, surtout pour ceux qui habitent en Ile-de-France, aujourd'hui, le vélo, la trottinette, ça n'est plus la mode, c'est presque la règle. Sauf si vous adorez passer 2 heures dans votre voiture, si vous traversez Paris de la porte de Bercy à la porte de Maillot en passant par le centre de Paris, vous allez mettre 2 heures. Donc l'accessibilité aujourd'hui, la visibilité, c'est très important. Donner une âme à l'immeuble. Donc ce qu'on a fait nous, c'est que c'était et bien sûr la qualité du quartier. Il y a eu pas mal de services et d'animations qui étaient rajoutées dans le quartier de la Défense pour donner un peu plus de vie à ce quartier qui à l'époque c'était une dalle minérale avec des tours. Les gens, ils arrivaient par les transports en commun, ils montaient dans les tours, ils travaillaient jusqu'à 19h, ils redescendaient, ils reprenaient le métro et ils repartaient chez eux. Et de temps en temps, quand ils avaient besoin d'une baguette, ils passaient par le centre commercial. Donc, il a fallu créer des espaces pour des after-work, pour que des gens puissent animer ces espaces et pour que ce soit un peu plus vivant que juste un lieu de passage. Ça c'est tout un espace qui était un nœud autoroutier qui va être transformé, pour ceux qui connaissent la High Line à New York, et ils récupèrent donc tous ces espaces qui étaient des autoroutes et qui les transforment, c'est en cours de travaux, en balades piétons, en terrasses, en espace d'afterwork. Donc ça va être des animations et des espaces qui vont vous permettre aussi d'accueillir les jeunes. Je vais aller vite parce que le but, c'est pas de vous présenter l'opération et ses qualités, c'est surtout de vous faire comprendre comment on a réaménagé l'espace pour offrir aux futurs utilisateurs un autre concept qui leur permet
de se projeter. Typiquement, donc, on a connecté les deux tours par un espace qui est en double hauteur. Et cet espace en double hauteur, donc il existe à tous les étages parce qu'il est en quinconce de part et d'autre de l'immeuble, bah, vous pouvez l'aménager en café pour se rencontrer entre les collaborateurs, en espace informel, une bibliothèque solidaire où chacun ramène son livre et il le laisse pour les autres, ou carrément un espace de travail où vous pouvez mettre des bureaux. Et toutes les deux double hauteur, on a rajouté un espace extérieur, des loggias qui sont ouverts et qui permettent aux gens de sortir, de respirer sans être obligés de descendre au rez-de-chaussée pour sortir de la ventilation mécanique des tours. Donc on le voit par rapport à un immeuble de bureau d'avant, on voit les espaces, comment ils étaient aménagés pour créer des espaces collaboratifs. Toutes les fenêtres, on les a changées pour que ce soit des fenêtres ouvrantes, pour que les gens puissent ouvrir leurs fenêtres. Ça devient impératif pour les utilisateurs, en rajoutant des espaces informels, des espaces de travail, et en laissant bien sûr des postes de travail. Et aujourd'hui, mais ça devient la norme. C'est à l'époque, on parlait de 10% de salles de réunion dans un étage courant. Aujourd'hui, vous devez être à plus de 20 ou 25%. Ça veut dire que dans votre concept d'un immeuble de bureau de demain, il va falloir intégrer techniquement les débits d'air et les installations techniques qui vous permettent de respecter ces exigences. Je trouve, mais on verra après, que la recherche à la densité, une personne pour 8 mètres carrés, ce n'est vraiment plus le sujet d'aujourd'hui. On verra à la sortie du Covid si ce sera toujours le cas. Mais voilà, les gens, ils ont besoin de se poser pour travailler, mais de se poser sur un canapé. On n'est plus à réfléchir comme à l'époque. C'est quoi un poste de travail? C'est un écran, un clavier, deux prises de courant et une prise RJ45 pour l'informatique. Non, un poste de travail, ça peut être un canapé avec un bon Wi-Fi qui marche bien et un bon ordinateur portable qui est léger et qui vous permet de vous connecter. Donc, les fenêtres qui s'ouvrent et surtout, dans le concept, c'était les services. Dans notre travail, donc bien sûr les rooftops, aujourd'hui, c'est même pas imaginable aujourd'hui si vous voulez attirer un utilisateur dans une tour à la Défense, s'il ne peut pas avoir un espace pour respirer et un rooftop. Les services, le concept pour nous, c'était de dire, on va faire venir Paris à la Défense. Donc on va aller chercher des concepts de restauration, des concepts d'animation qui sont des concepts traditionnels parisiens et on va les installer chez nous. Et donc c'est bouillon, c'est les food trucks qu'on voit, je ne sais pas si vous connaissez Chartier, tous ces concepts de restauration typiquement parisiens qu'on fait venir, c'est vraiment ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui. Et donc, vous n'êtes plus dans un espace RIE avec le plateau, à faire la queue, prendre vos produits dans le frigo, s'installer sur votre table et payer à la caisse. On change le concept. On peut imaginer même un service à table sur certains espaces de restauration pour vraiment encourager les gens à venir au travail. Bien sûr, la conciergerie, ça, je vous en parle même pas. Demain, vous avez besoin de faire, je ne sais pas, réparer vos chaussures, repasser vos chemises, faire le contrôle des techniques de votre voiture, j'en sais rien, changer la pile de votre montre. Il faut que vous ayez ce service tout de suite à portée de main. C'est un service hôtelier. Aujourd'hui, quand on cherche quelque chose, on cherche à avoir le service. Voilà, quand je vais au bureau, je vais pouvoir avoir les services qui vont me permettre de régler tous mes problèmes. Et bien sûr, les ambiances, l'accueil, les espaces chaleureux, les couleurs, et qui vous permettent de vous sentir vraiment dans une ambiance qui est totalement différente de l'ambiance froide d'un bureau où la moquette qui est bleu clair ou gris clair pour respecter les conditions des labellisations, avec le faux plastron blanc et les murs blancs. Donc, donner un peu de chaleur et un peu de vie aux espaces dans lesquels vous allez travailler.
bien sûr le fitness, mais c'est un fitness, on ne parle pas d'un fitness où vous allez y aller avant 9h ou entre midi et 14 et après 18h. Non, c'est un fitness qui est ouvert tout le temps parce que quand vous allez travailler, peut-être que vous allez arriver à 10h, après vous dites tiens, je vais aller me faire un peu de sport et après je vais aller travailler. Il faut qu'il y ait cette souplesse aujourd'hui dans votre façon de travailler pour que vous puissiez aménager votre temps de travail à votre façon de travailler. Il faut que l'espace s'adapte à ça. Et après, bien sûr, les fuchsia, les pizzerias, si vous avez envie de manger des pizzas, du japonais, du chinois, le hamburger King Marcel à la française, et Christophe Michalak qui sera installé dans le hall de l'immeuble. Tout ça dans le cadre de la restauration sociale. Ça veut dire que vous allez payer votre repas avec l'aide de votre employeur, comme si vous allez dans un RIE, 4 à 6 euros, ça dépend de la participation de l'employeur. Donc, les cafés végétales, avec les espaces extérieurs toujours, et qui permet de faire pareil, soit des rencontres avec d'autres utilisateurs de l'immeuble, comme un peu les espaces de communauté qui étaient créés par les coworking, soit à descendre, travailler d'une façon informelle avec vos collègues et pouvoir échanger avec eux. Donc, on a parlé du service hôtelier. Donc, vraiment, aujourd'hui, nous, notre conviction, c'est que le bureau de demain, il faut que ce soit l'espace où vous y allez parce que vous avez envie d'y aller et parce que ça va vous apporter quelque chose. Ce n'est pas une obligation parce que vous devez aller pointer. Voilà le concept pour nous du bureau de demain. Ok. Merci pour ces explications très claires. J'avais une dernière question très rapide dans cette deuxième partie, une deuxième question qui s'adresse à Julien sur quelque chose qu'on a déjà pas mal abordé. Donc juste Julien, en quelques mots, comment vous, en tant qu'architecte, vous pouvez construire des immeubles aux usages entre guillemets interchangeables, c'est-à-dire des immeubles qui vont avoir plusieurs vies et donc pouvoir construire un immeuble de bureau qui va pouvoir à terme devenir du logement ou un immeuble, par exemple une résidence senior qui va pouvoir à terme devenir du logement. Voilà. Comment est-ce que vous, en tant qu'architecte, vous pouvez travailler pour faciliter ces transformations? En fait, c'est plus qu'un permis de construire, ce serait un permis de réversibilité qu'il faudrait obtenir aujourd'hui. Donc, ça serait changer même le nom des permis de construire pour éviter l'expansion et voilà, des territoires et surtout savoir reconstruire la ville sur la ville. Mais au-delà de ça, c'est une très belle période pour l'architecture parce qu'elle va. C'est nos logements qui vont devoir être redessinés, repensés profondément. Les logements les programmes de bureaux sont naturellement assez flexibles parce qu'ils possèdent une trame, ils possèdent une structure née du plan libre et de l'espace libre. Donc, en ce sens, au-delà du travail sur la façade qui doit être encore amélioré, etc., ils sont mutables de fait. Enfin, les récents, ceux qui ont été construits récemment. Les logements, c'est autre chose. Ça fait 40 ans qu'on construit en béton et que autour des pièces, on vient couler des voiles béton pour dessiner la salle de bain, dessiner la pièce de vie et donc figer pour toujours le plan du logement. Donc, d'aller du bureau vers le logement, c'est assez simple. Structurellement, c'est assez simple. D'aller du logement vers le bureau, c'est c'est impossible aujourd'hui avec les logements qui sont produits et livrés un peu partout. Donc, pour revenir à votre question, il faut revenir à une cohérence, une trame qui permette cette réversibilité. Les matériaux nous le permettent. Aujourd'hui, construire en bois, c'est s'offrir la capacité de réversibilité potentielle pour le futur. C'est garantir aussi un accès à la lumière continu, éviter en fait de réfléchir sur des voiles béton qu'on viendrait percer, mais complètement renverser la question, dire accès à la lumière avec des plateaux qui permettent finalement de muter dans le futur. Voilà, et cette capacité d'aller réinscrire les programmes dans les deux sens. Ok, très intéressant. Merci beaucoup, Julien. On va maintenant attaquer donc la troisième et dernière partie. Donc on va avoir la chance d'échanger donc du coup avec Elisabeth Pellegrin-Genel. Donc Elisabeth, ma première question
dans cette troisième partie qui se focalise plus sur les utilisateurs de bureaux. Notre première question, Elisabeth, c'était avec le télétravail et la digitalisation qui est accrue, qu'est-ce qui a changé dans le comportement des utilisateurs dans ces dernières années et plus récemment avec la crise sanitaire? Bonsoir, merci de cette invitation. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Effectivement, c'est juste un accélérateur de tendance, le Covid aujourd'hui, c'est évident. Par contre, qu'est-ce qui a un peu changé dans les comportements de l'usager? C'est que c'est une crise qui va durer. Je suis un peu moins optimiste que certains orateurs avant moi. Et on va vivre avec, j'espère, moins de virus et plus de télétravail. Mais il faut quand même prendre en compte différentes choses. Par exemple, le poids de ces gestes barrières qu'on s'applique depuis plus d'un an ont vraiment une répercussion sur la façon dont on se voit, le fait de ne pas pouvoir se croiser, se toucher, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, change des choses très profondes qu'il ne faut pas oublier. Bon, on ne va pas tout faire autour de ça, puisqu'on peut espérer que quand on sera vacciné, pardon, quand on sera vacciné, ça ira mieux. Il n'empêche, il y a encore ce point-là. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'on a désormais une nouvelle offre et que quand on dit télétravail, on parle impérativement là d'1 an de télétravail. C'était du travail à distance, confiné. Ce n'était pas du vrai télétravail. Je pense qu'on va donc s'installer dans du vrai télétravail, ce qui sera plus confortable et surtout qu'on aura une véritable offre. Enfin, c'est ce qui a été très bien dit par JLL notamment, une véritable offre pour ne pas travailler forcément sur la table de la cuisine, mais dans des coworking. Alors, qu'est-ce qui a changé profondément? Évidemment, c'est notre représentation du travail, puisqu'on s'est aperçu que quand on pensait qu'il fallait être concentré plutôt chez soi et dans le collectif, dans l'entreprise, on fait exactement l'inverse là aujourd'hui. Donc, ça va nous amener à tout revisiter. On peut faire du collectif à distance. Est-ce qu'on reviendra dans l'entreprise pour venir se mettre derrière une table? C'est peu probable, en voulant être isolé. L'autre chose qui me paraît importante, c'est ce qui est désormais acté, c'est qu'on a droit à une certaine surface. Dans le code du travail, jusqu'à maintenant, il n'y avait rien. Aujourd'hui, on a provisoirement 8 mètres carrés par personne, peut-être qu'on en aura 10, peut-être bon. Ça, c'est quelque chose qui peut-être durer. On verra bien si ça dure. Après, on est pour l'instant maladivement attentif aux distances et à la densité et à la proximité. Est-ce que ça va durer longtemps ou pas? Bon, c'est difficile de le savoir. Alors bien sûr, l'usager s'est adapté. Qu'est-ce qu'il a appris? Je crois qu'il a appris déjà que le travail, c'est un bien commun. Et ça, c'était évidemment qu'on le sait que le travail, c'est un bien commun. Mais quand on a tous été derrière nos écrans, on s'est rendu compte que c'était pas si facile que ça de maintenir du commun en étant chacun chez soi. Alors, les avantages de ce qu'on a vécu, je ne vais pas revenir dessus, vous les avez tous expérimentés. Par contre, peut-être un petit focus sur les effets ou ce qu'on aurait éventuellement perdu ou ce qui pourrait être à suivre, c'est la question de l'invisibilité du travail. Quand vous êtes à distance, c'est très difficile de montrer que vous êtes au travail. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous surjouez, entre guillemets, les réunions, les textos, les mails, les trucs, les machins, et c'est réciproque. Vous ne pouvez pas refuser quand on vous sollicite, puisqu'il faut être là et disponible. Donc, cette question de l'invisibilité du travail, on l'avait déjà, c'est même paradoxal. Dans l'open space, on a longtemps souffert d'être très exposé, on a souffert d'une exposition de soi. Avec le flex office, on a commencé à comprendre que c'était pas si commode non plus, parce qu'on risquait aussi d'être invisible. Et comme le télétravail va s'accompagner évidemment de flex office, ça a été dit, je ne reviens pas dessus, il va falloir être très vigilant sur est-ce que je risque d'être invisible? Est-ce que je risque que mon travail soit invisible? Je pense que ça, c'est important. L'autre grand absent qu'on a perdu, ça a été un tout petit peu dit précédemment, c'est le hasard, la surprise, la confrontation. On a perdu le normal. Tu penses quoi de ce type? Tu penses quoi de ce projet? Des petites choses. Comment tu te débrouilles avec ce logiciel? Des petites choses qui sont de l'entraide, qui sont de la fluidité, de la spontanéité. Ça, on n'a pas vraiment réussi à le rapatrier en télétravail.
Donc, une autre conséquence inattendue, je vais vite, hein, parce que je crois qu'il faut rattraper un peu le temps, là, vu l'heure, c'est la naissance de nouvelles impatiences. Il n'y a plus de temps mort, il n'y a plus de temps perdu. Depuis quasiment 1 an, on travaille tous comme des brutes. On saute d'une visio dans une autre et on a perdu, je ne sais pas, d'aller d'une salle de réunion à une autre, d'aller d'un étage à l'autre. Évidemment qu'on a perdu cette capacité où il y avait des respirations, où on n'était pas productif tout le temps, on pouvait papoter 5 minutes. Et surtout, la familiarité à être ensemble, on a pris un coup pour l'instant, forcément. Bon, on peut espérer que ça va revenir. Alors, une autre conséquence que tout le monde a connue, c'est l'individualisation du contrat de travail. Donc, si le télétravail s'installe, il va bien falloir faire attention à ce que ce ne soit pas la nouvelle norme, que tout soit complètement individualisé. Ce qui me fait un peu plus de soucis, c'est que c'est la perte en ergonomie, c'est-à-dire qu'on a acté l'idée qu'on pouvait travailler dans des situations acrobatiques sur la table de la cuisine avec 3 enfants en bas âge. Bon, c'était donc il faudrait pas. On avait, rappelez-vous, hein, ça datait seulement des années 2000, hein, qu'on avait vraiment pris à cœur l'ergonomie et la santé, qu'on l'avait inscrite d'une façon réglementaire et législative. Il ne faudrait pas que tout ça soit parti, enfin, ne soit plus pris en compte. Alors, je ne vais pas revenir sur, parce que ça a été dit, la transmission, l'apprentissage, c'est sûr que ça devient compliqué. Pas pour une équipe qui fonctionne. Elle peut fonctionner 2 jours chez elle et 3 jours dans l'entreprise ou l'inverse, mais c'est dès qu'il y a des nouveaux. Par contre, là aussi, et je rejoins un peu sur la sécurité dont vous parliez précédemment, c'est le nouveau flicage, entre guillemets, je mets des guillemets, par des outils informatiques qui vont devenir la norme. Enfin, ils ont été extrêmement développés. Juste un titre d'un article de Libé qui m'a fait beaucoup rire, mais qui tellement ça reflétait la réalité, c'est pour fliquer leurs employés, les entreprises remuent logiciel et terre. Et je trouve que voilà, ça résume tout. Et ça aussi, il va falloir certainement être vigilant pour ne pas penser que c'est finalement naturel qu'on contrôle même les mouvements de votre souris, parce que beaucoup de choses étaient parfaitement illégales, hein. Alors, le seul effet positif un effet collatéral positif du télétravail, c'est qu'au moins les salariés peuvent montrer facilement qu'ils font des heures supplémentaires. Donc ça, c'est pas mal. L'autre chose, c'est la perte de toute intimité. Alors, on avait déjà un peu perdu de l'intimité dans le bureau par rapport à l'histoire ancienne du bureau fermé avec une porte, etc. Mais bon, c'était une intimité, je dirais, collective, hein. Personne ne regardait tellement personne et on était ensemble dans un collectif, dans une ambiance propice au travail. Par contre, là, vous avez perdu aussi votre intimité dans la sphère du logement avec cette habitude des visios chez vous. Et puis, il faut que vous travaillez sous l'œil de votre conjoint, sous l'œil de votre ado, sous l'œil de votre enfant qui vous sollicite pour faire autre chose. Donc, voilà, c'est pas des choses neutres. Alors, juste encore 3 minutes pour ce qui est plus positif. Je pense que, et ça, c'est un effet qu'on n'avait peut-être pas du tout anticipé, on porte un regard beaucoup plus bienveillant sur nos lieux de travail. C'est-à-dire qu'on était vraiment critiques, on passait notre vie à se plaindre du bruit, de ceci, de cela, des trajets. Bon. Et finalement, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a un esprit du lieu, que c'est très agréable de se mettre au travail dans une entreprise parce que les autres y travaillent, ou dans une médiathèque, hein, ou dans un coworking, mais enfin dans un lieu, je dirais, conçu pour cela, alors que parfois chez soi, c'est beaucoup plus dur. Parce qu'en fait, il faut se mettre au travail et y rester, hein, c'est un peu tout l'enjeu, la concentration. Et on s'aperçoit que voilà, le bureau qu'on critiquait à tour d'articles dans les magazines, finalement, il est peut-être pas si mal. Et ce qui est assez amusant, c'est que l'open space et le flex, qui ont été pendant très longtemps littéralement haïs, deviennent plus sécures, hein. On peut les dédensifier facilement comme on les avait densifiés auparavant. On peut les nettoyer facilement. Le flex, il n'y a rien qui traîne. C'est un gage de sécurité. On a un certain contrôle visuel en se mettant là où on veut. Donc, c'est assez paradoxal. Et finalement, ça me paraît intéressant de voir qu'on va revenir en ayant une nouvelle amitié pour ce lieu
qui ne suscitait pas tellement d'engouement auparavant. Et une dernière question sur ce constat de ce qui pourrait changer, ça va être toute la question de cette intermittence. À partir du moment où le télétravail, je crois que là tout le monde est d'accord pour dire que ça sera 2 ou 3 jours par semaine à peu près pour tout le monde, comment on fait pour faire vivre des lieux qui vont être à moitié vides avec des équipes? Alors bien sûr, on peut réduire les mètres carrés, mais ça va au-delà de ça. C'est comment vous faites vivre des lieux qui sont à moitié vides et comment vous arrivez à retrouver une ambiance et à conserver aussi cette ambiance de travail et de spontanéité dans les échanges. Voilà, si vous voulez, je peux enchaîner sur parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit sur l'idée que finalement, de quoi on va avoir envie pour revenir? Quelles inspirations pour le bureau demain? Je ne suis pas du tout persuadée qu'on ait envie que le bureau, ce qu'il faisait depuis quelque temps, ressemble à la maison. Je pense qu'on a vécu ce que c'est que ce télescopage vie privée, vie professionnelle, et que ça peut probablement amener des changements, mais majeurs. Et des choses qui nous paraissaient la moquette gris-souris, le faux plafond moche, et enfin bon, tout ce qu'on a connu jusqu'à il y a à peu près 20 ans, parce qu'après ça s'est bien arrangé. Si ça se trouve, vous allez voir, il va y avoir une certaine nostalgie pour des décors relativement froids, très différents de la maison et qui vous aident à rester au travail. Ce n'est qu'une supposition. Voilà. Mais... Merci beaucoup, Elisabeth. Ouais, non, ça rejoint tout à fait la dernière question que je voulais vous poser à vous et à Sébastien, qui était de savoir si tous les deux, vous voyez déjà des changements de pratique des utilisateurs sur la façon dont ils voulaient aménager leur bureau maintenant, une fois en pleine crise du Covid. Donc, je vous laisse la parole pour conclure là-dessus avant la série de questions-réponses. Elisabeth, vous voulez oui, alors, alors je pense que c'est un petit peu tôt parce que les gens reviennent encore sur la pointe des pieds et avec tous ces gestes barrières et tout ce background d'anxiété, donc ils ont beaucoup de mal à se projeter, ce qui me paraît tout à fait logique. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus aller trop vite, puisque c'est vrai que de toute façon, un bon lieu, que ce soit un immeuble ou n'importe quel autre équipement, c'est un lieu flexible et adaptable. Donc, on pourra toujours, je pense. Alors, bien sûr, on pense tous au club anglais. C'était Frank Duffy qui, en 95, un architecte avait déjà dit c'est fini de venir au bureau tous les jours. C'était bien avant le vrai télétravail et les ordinateurs, en 95, je vous rappelle. Et lui, il disait l'entreprise sera un club anglais où on viendra pour petit déjeuner, dîner, prendre des pots et quelques réunions. Bon, peut-être, mais pour que ça ait lieu, il faudra qu'on ait retrouvé un lien avec nos corps, qu'on n'ait plus peur, parce que finalement, si vous voulez, si on veut schématiser, puis après je laisse la parole, si on veut schématiser, pendant longtemps, nos aménagements de bureau, c'était ne vous inquiétez pas, on a tout prévu, c'est bruyant, mais ça ne sera pas bruyant du tout, parce que dès que vous allez faire du bruit, vous allez aller dans une petite boîte, vous allez aller ailleurs, et tout était conçu avec l'idée, un aménagement assez défensif, avec l'idée que l'autre était gênant, enfin, ou qu'on pouvait gêner l'autre. Mais voilà, l'autre était gênant ou bruyant. En fait, maintenant, non seulement l'autre est peut-être éventuellement toujours gênant ou bruyant, je mets des guillemets, mais en plus, pour l'instant, il est dangereux. Donc, tant que l'autre est dangereux, je pense c'est très difficile d'imaginer vraiment ce qu'on veut ensemble. Très bien, Sébastien. À toi de jouer. En fait, je partage les propos qu'on vient d'entendre, que ce soit Elisabeth ou Julien. Je pense qu'en fait, on est passé d'une notion de bureau comme espace pour rétention de talents, ce qui a été évoqué à plusieurs reprises, et le comme à la maison. Et je pense que la crise de Covid a un petit peu bouleversé ces attentes des utilisateurs. Les deux choses que je ressens et ce qui a été dit aussi, c'est il faut donner envie de revenir au bureau pour le lien social.
Il faut faire en sorte que l'image, la marque employeur, elle se ressente à travers ces espaces de travail, qui doivent être des espaces collaboratifs. Et je pense qu'on est passé des bureaux très individuels, que ce soit des bureaux fermés, l'open space, mais un espace très individuel, on est passé à des lieux où on va plutôt co-construire, échanger, et on va venir. C'était Oubey qui le disait très bien, on peut très bien travailler chez soi, très concentré, et par contre, on a besoin de se voir et co-construire sur son lieu de travail. Et ce que l'on ressent en ce moment, c'est deux choses. C'est un vrai besoin des utilisateurs de comprendre justement leur futur immobilier et comment l'exploiter. Et je pense que c'est en effet un peu tôt de donner des tendances fortes. On est plus dans une phase aujourd'hui de co-conception avec nos clients utilisateurs. Ils travaillent beaucoup, ces utilisateurs, sur le parcours client. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans un immeuble de bureau, vous n'avez pas une vie, vous avez 10 tâches et donc 10 vies et 10 lieux de vie pour ces tâches. Vous avez des tâches à votre espace pour être concentré, des tâches de collaboration, dans des espaces de co-conception, des espaces de réunion, des espaces informels. Voilà, ces espaces-là, en fait, et c'est l'exemple du restaurant interentreprise qui devient un lieu dans lequel, en fait, on va pouvoir travailler avant et après le moment de la restauration. C'est typiquement ça. Je pense que l'immeuble que recherche l'utilisateur, c'est un immeuble qui soit très 2.0, très adapté à ces changements d'usage. On travaille, nous, sur 5 ou 6 piliers côté JLL. Impacter et faire en sorte que le lieu de vie de l'entreprise intègre ces transformations du travail que l'on vit, donc le télétravail, le rythme de l'activité, on travaille beaucoup plus et parfois sur des longues périodes, la notion de mobilité. On ressent un vrai engagement sociétal, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais il y a cette démarche d'RSE, cette empreinte écologique qui n'est pas uniquement portée par le top management, mais qui est aussi demandée, je pense, par les collaborateurs. Le Covid a accéléré l'exigence santé et bien-être au travail. Et c'est exacerbé en ce moment parce qu'on fait très attention aux gestes barrières et donc on va avoir un lieu où on se sent en sécurité. Et je pense que ce qui va sortir de cette crise Covid, c'est finalement quelque chose qui va durer dans le temps, cette notion de bien-être santé au travail. Les nouvelles technologies, et ça, que ce soit promoteur, architecte ou propriétaire, y travaillent tous les jours. Mettre de la technologie intelligente et bienveillante au service des utilisateurs. Et je terminerai par un dernier sujet. Je pense que tout ça, ça fonctionnera parce qu'il y a une volonté globale de faire changer les choses. Il y a un acteur qui va devoir changer un peu sa manière de travailler, c'est le manager. Et je pense que ce que l'on vit à travers le Covid et ce que l'on vit avec ce travail à distance fait qu'on ne peut plus manager par le présentiel. Et il va falloir aussi beaucoup accompagner les dirigeants et les managers d'entreprise à faire en sorte qu'ils comprennent qu'on peut travailler sur des tiers-lieux à différents endroits, à différents moments, et que ça peut être quand même propice à de la productivité, de la créativité. Donc il y a tout aussi un travail sur accompagner les managers à l'enjeu de demain et voir comment l'immobilier peut être un vecteur aussi de réussite pour l'entreprise. Ok, super. Merci Sébastien. Merci à tous pour ces réponses très claires. On va maintenant passer donc aux questions-réponses des participants à la visioconférence. Donc j'ai une première question qui s'adresse à Oubey. Donc la question est la suivante. Oubey, comment un investisseur peut-il mesurer l'hybridité de ses espaces, la qualité de vie des locataires, la cybersécurité et les autres services comme la conciergerie? Les labels existants sont-ils assez complets pour mesurer ces indicateurs et comment communiquer dessus auprès de ses futurs locataires? Alors, les labels, c'est important. On n'en a pas parlé. Les labels, les certifications, aujourd'hui, on le sent quand on discute avec les investisseurs que ce n'est plus juste une question de tampon sur un immeuble. C'est vraiment, aujourd'hui, il y a des nouveaux labels qui sont plutôt des labels qui vont vraiment donner un sens à l'engagement de l'immeuble dans sa façon de fonctionner plus tard. Après, sur l'hybridité des espaces, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et ça a été dit par JLL, c'est que au-delà de juste de la trame de l'immeuble, c'est sa capacité à s'adapter à d'autres occupations qui vont être, sont l'exposition, la proximité, donc l'éclairage naturel, le premier jour, et
tout simplement le débit d'air. Le règlement français est assez simple. Un bureau, c'est X mètres cubeurs et c'est tant de personnes par mètre carré. Une salle de réunion, c'est X mètres cubeurs et tant de personnes par mètre carré. Donc, si on veut avoir le maximum d'ébriété, il faut prendre la contrainte la plus importante et l'appliquer à cet espace. Ok, très clair. J'ai une deuxième question d'un participant qui s'adresse à Elisabeth. Donc, Elisabeth, quelle est la différence entre travail à distance et télétravail? Et a-t-on remarqué une évolution de la productivité dans les entreprises? Quels engagements ont permis aux meilleures entreprises de mieux s'en sortir? Alors, la différence entre télétravail et travail, je voulais dire que on a tous travaillé à distance, mais c'était pas du télétravail au sens où c'était pensé par le management, organisé en avance, organisé par rapport à son équipe. Tout le monde a été précipité dans le grand bain. Je pense que maintenant, on commence à revenir à du vrai télétravail qui n'est pas ni de l'acrobatie, ni du bricolage, parce que là, il fallait de toute façon que les choses continuent. Après, oui, on commence à lire même pas mal de choses en psychopathologie du travail. On voit que, et en psychologie du travail, on voit que c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur cette confusion vie privée, vie professionnelle. On voit que les gens en télétravail travaillent plus, travaillent mieux. Ils travaillent trop. Et on en arrive le comble, c'est qu'on en arrive à avoir des burn-out chez soi, alors que des burn-out dans l'entreprise, qui est un fléau que tout le monde connaît bien, et les RPS, au moins vous avez les autres qui sont témoins. Vous êtes dans un plateau ouvert, les autres voient bien que lui, ça va pas. Vous voyez, il peut y avoir un peu d'entraide, on peut alerter. Bon, chez soi, c'est beaucoup plus compliqué. Après, vous me disiez les entreprises, non, ça, je ne vais pas avoir d'exemple en tête à la minute. Je ne sais plus, c'était quoi le… C'était, a-t-on remarqué une évolution de la productivité dans les entreprises et quels engagements ont permis aux meilleures entreprises de mieux s'en sortir? Je pense que les entreprises qui s'en sont sorties le mieux, c'est celles qui ont fait confiance, celles qui n'ont pas eu besoin de faire 14 réunions par jour pour vérifier que tout le monde était bien derrière son écran. Mais ça, c'est évident, quoi. Je pense que vous l'avez tous vécu. Tout à fait, on est bien d'accord. Merci beaucoup, Elisabeth. Et donc, j'ai une troisième question qui est une question ouverte. Donc, on n'arrête pas de parler d'un bureau qui ressemble au logement, d'un logement qui se transforme en espace de travail. Donc, les SOHO, qui sont des Small Office Home Office, sont en train d'être intégrés à Paris. Et pour l'instant, les retours montrent que ces usagers ne sont pas prêts à mélanger les deux fonctions. Quid de l'avenir de ce genre de produit? Donc là, je ne sais pas qui veut répondre. C'était pas destiné à quelqu'un en particulier. On voit quand même des tendances avec du co-living ou des gens enfin, du co-living avec, je sais plus comment ça s'appelle, où les gens travaillent aussi. Il y a quelques expériences où non seulement vous vivez ensemble, mais vous avez un vrai lieu de travail. Il y a pas mal de petites choses comme ça qui commencent à émerger, mais ça reste très, très marginal. Mais ça suppose que vous vous entendez bien avec un groupe de copains et que vous vivez avec eux 24 heures sur 24. Est-ce que vous avez vraiment envie de ça au bout d'un moment? C'est pas sûr. Donc, moi, je pense assez qu'on va avoir besoin de se mettre des barrières, enfin, pas des gestes barrières, ça on en a soupé, mais qu'on va avoir besoin de se mettre quand même des barrières pour éviter de travailler tout le temps. Mais ce n'est pas lié qu'au Covid, c'est lié aussi à notre technologie, à nos façons de faire. Mais ça devient fou de penser qu'on travaille absolument tout le temps. On a besoin aujourd'hui, tout le monde a besoin de retrouver un minimum d'intimité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand on dit il faut aménager l'espace de travail pour séduire les gens pour revenir, c'est pas pour faire de la maison au travail, c'est pour faire mieux que la maison. C'est pour leur dire voilà, c'est un espace de travail. Mais vous allez vous sentir mieux que chez vous pour travailler. On ne va pas vous faire mieux que chez vous pour que vous passiez votre vie au travail. On va vous donner quelque chose qui est mieux que chez vous pour que vous soyez bien et que vous ayez envie de revenir au bureau.
Je pense que c'est ça le point important qu'il faut. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il faut aussi, quand on dit télétravail, il faut quand même penser en même temps que c'est pas que la maison. Ça peut être du coworking, ça peut être à l'échelle d'un immeuble, d'un îlot. Les rez-de-chaussée qui sont sinistrés avec les boutiques qui ferment pourraient devenir des lieux gérés par des copropriétés pour faire des lieux de travail ponctuels, petits. Qu'est-ce qui vous offre? Une ambiance propice au travail et ça vous évite de travailler à la maison. Parce qu'il y a aussi tout le problème des femmes. J'ai vu que la parité dans cette table ronde n'était pas tout à fait respectée. Je fais ma minute de féminisme. C'est très embêtant. Les femmes risquent d'être les grandes perdantes de cette habitude qu'on peut tout faire on peut jongler tout le temps et rester à la maison et tout en faisant tourner les machines et en travaillant. Donc ça pourrait être un recul socialement et j'espère bien qu'elles ne vont pas se laisser enfermer là-dedans. Ouais, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas lié au fait d'être femme ou homme. Mais je vous donne l'exemple d'une femme qui était obligée de télétravailler pendant toute la période de juin à septembre parce que c'est son employeur qui imposait ça, pas parce qu'elle était femme, et qui préférait descendre travailler dans un café que de rester à la maison. Quand il était ouvert. Et oui, parce qu'à l'époque, il était ouvert, mais parce que voilà, elle avait besoin de sortir. Et je pense, elle ou il, n'importe qui avait besoin de sortir à cette époque quand ils avaient l'obligation de télétravailler. Mais on se rend compte quand même que, si c'est 2 jours par semaine, c'est quand même assez confortable. On se rend compte quand même que ça permet d'avoir un temps de concentration et ça va forcément avoir un impact sur l'utilisation. Et justement, là, vous mettez vous soulevez le vrai point, à mon avis, qui pourrait d'ailleurs clôturer la table ronde. Enfin, je ne sais pas si on a fini, mais c'est où est-ce qu'on met le curseur? On sait très bien que si c'est par exemple un jour de télétravail, ça ne produira pas vraiment de changement. Aussi bien d'un point de vue immobilier, ça a déjà été expliqué, que d'un point de vue des psychologies, du travail. 2 jours, on ne sait pas trop. 3, bon. Et puis, si on passait à une société où il y aurait 4 jours de télétravail pour tout le monde, vous changez complètement la ville, vous changez tout. Donc, vous voyez, c'est qu'est-ce qu'on va finalement adopter comme chose banale, comme combien de jours de télétravail. Et là, ça va changer non seulement les logements, comme disait Julien, mais ça va changer aussi la ville. Ça va changer la ville, mais ça va changer tout le concept du contrat de travail. Mais ce n'est pas le débat du jour. On parle d'immobilier. Mais après, on passera à un travail à la tâche. Oui, alors ça, est-ce qu'on se le souhaite, franchement? Voilà, mais c'est le risque. Super. J'ai encore 2-3 petites questions qui viennent d'être posées. Donc, est-ce que cette forme de banalisation des espaces de travail s'applique réellement à tous les métiers de l'entreprise, RH, commerce, finance, production, et à tous les âges? Je ne sais pas qui veut répondre. Je pense qu'on arrive à faire des consultations médicales en téléconsultation aujourd'hui. Et on ne va pas pouvoir faire un caissier dans un supermarché en télétravail, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire à distance il y a 1 an et qu'on fait aujourd'hui à distance. Mais jamais. Moi, je m'occupe des régions et donc je me déplaçais 2 fois par semaine. Quand je vois aujourd'hui qu'on arrive à faire une signature notaire et une négociation en visio, on n'aurait jamais imaginé ça il y a 1 an. Il y a 1 an. C'est vrai. Il y a longtemps. Non, tout à fait. Je partage tout à fait. Il nous reste 5 minutes. Donc, on a une question de Philippe Champion qui, je pense, s'adresse plutôt à Sébastien. Doit-on s'attendre à un flux important de salariés franciliens vers les métropoles régionales? Bonne question. Spontanément, je dirais oui. Ouais, je vais faire attention à ce que je vais dire. Je sais que vous vous occupez des régions. Non, je pense très sincèrement que oui pour plusieurs raisons. La première, parce que c'est une demande des collaborateurs, au-delà même d'un choix de dirigeant. Et le Covid a peut-être été un accélérateur, mais c'était déjà des réflexions qui étaient déjà entamées avant la période Covid. Donc, je pense en effet que des grandes métropoles, je pense aux métropoles lilloises, lyonnaises ou même Bordeaux, qui sont très bien connectées à Paris, seront les grandes gagnantes d'un afflux de collaborateurs qui quitteront Paris.
c'est un intérêt pour les collaborateurs qui ont un meilleur cadre de vie, dans des conditions de vie qui sont plus agréables que celles qu'elles pourraient peut-être avoir à Paris. C'est un intérêt pour l'employeur, puisque le coût, si on parle de mètres carrés, le coût au mètre carré est moins important quand on est en région forcément qu'à Paris. Ça ouvre une autre question, c'est quel est le rôle du siège social d'entreprise aujourd'hui ? Et c'est ce type de questions-là que je pense se posent certains dirigeants. Et quand ils auront la réponse à cette question, découlera une organisation. On s'oriente en ce moment parce que télétravail, parce qu'on peut tout faire à distance dans des très bonnes conditions. On s'oriente vers, je trouve, des sièges, un siège fédéral assez restreint et qui donne plus de place à travailler depuis chez soi, donc accompagner le collaborateur aussi financièrement pour lui payer des bonnes conditions de travail depuis chez lui. Il pourra le faire dans des tiers-lieux, il pourra peut-être le faire proche de son domicile et il pourra absolument en effet le faire, à mon avis, en région. Ok. Alors... Je compléterai, pardon, cette question est essentielle parce que certains franciliens devront rester à Paris. Enfin, une proximité, revenir 3 jours est essentielle au cœur de l'entreprise. Moi, j'insiste sur le fait, et je rejoins Elisabeth complètement, c'est les logements qui devront être dessinés et voir les immeubles qui contiennent les logements accompagnés de zones de travail qui puissent être le pied d'immeuble, où on puisse avoir des salles de réunion temporaires, pouvoir s'isoler, tenir une réunion, enfin, une réunion, j'entends, téléconférence, pour retrouver la privacité. Donc, c'est les immeubles de logement qui doivent être repensés pour accueillir cette pièce en plus qui va retrouver l'intimité nécessaire à son travail. Je lisais des articles vraiment impressionnants sur les conflits du couple qui naissent du fait que cette proximité révèle les gens, révèle les individus. Certains voient leur conjoint d'une manière complètement différente. Donc, il faut retrouver de l'intimité, il faut retrouver une privacité. Et je pense qu'au cœur des logements, au cœur des immeubles qui contiennent les logements, il peut y avoir ces espaces qui sont créés. Moi, je pense qu'il n'y aurait pas tout de suite une migration des sièges vers les régions, mais ce qui est sûr, qu'il va y avoir des migrations de salariés vers les régions. Donc, forcément, ça va impacter de nouvelles créations de sociétés en région, parce que quand vous allez habiter en région, vous allez avoir des besoins en région, en services, en logement, et forcément, ça va créer des emplois en région, et ça va faire un appel à des utilisations de surface de bureau en région. Et je suis d'accord, et ça va développer aussi des espaces de coworking ou de tierces lieux pour pouvoir travailler d'une façon un peu plus installée à proximité d'une gare, ou rencontrer d'autres personnes, ou faire des réunions. Le coworking, ça ne sera pas la solution. On ne passera pas à 100% de coworking, mais on n'est qu'à 5% aujourd'hui. Donc, si on passe demain à 10%, c'est qu'on double l'offre du coworking d'aujourd'hui. Et je pense qu'il y a encore du chemin. Très bien. Alors, à défaut d'avoir la parité, je vais laisser Elisabeth du coup conclure cette série de questions-réponses avec une dernière question posée par un participant. Alors, est-ce que cette omniprésence des technologies dans nos manières de travailler n'est pas en train d'exclure des populations qui ont moins de facilité avec l'outil informatique? Est-ce que les seniors ou personnes moins connectées souffrent de cette ultra-connexion? Je pense que non, parce que je pense que contrairement à la légende, beaucoup de seniors sont ultra connectés. C'est plus une histoire de richesse et de pauvreté. Soit vous avez un ordinateur, soit vous n'en avez pas, soit vous avez un smartphone, soit vous n'en avez pas. Donc je ne crois pas que ce soit, bien sûr que les générations nées avec tous ces outils sont bien meilleures, évidemment, mais je crois qu'il ne faut pas y voir non plus faire des remparts qui n'en sont pas, à mon avis. Ok, très bien. Bah, écoutez, je crois que j'ai posé toutes les questions qui m'ont été transmises. Un immense merci en tout cas à tous les intervenants, à tous les participants. Tout le monde a bien joué le jeu et je pense qu'on a balayé assez large tous les sujets sur la mutation du bureau qui s'est accélérée, c'est sûr, au cours de cette dernière année.
Je ne sais pas si les étudiants du MOJI, de l'ESTP, veulent faire une conclusion. Je ne sais pas ce qui est prévu. Sinon, il faut que vous nous réinvitiez dans 3 ans pour voir si on a dit que des bêtises ou si on a dit des trucs intelligents. Exactement. Eh bien, le rendez-vous est pris, alors à dans 3 ans. Merci à tous, Voilà. une nouvelle fois. Et bien, bonne soirée et à dans 3 ans alors. D'accord. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci, immense merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.